qui s'appelle le Simone, en hommage à Simone Veil, la philosophe. Donc si vous ne connaissez pas, on a des livres sur elle, voilà, en vente au comptoir. Et en fait, on a ouvert donc, il y a un peu plus d'1 an. Et ce café il est porté par une association qui s'appelle les Alternatives Catholiques, qui a été créée il y a quelques années déjà et qui propose de la formation et de la réflexion sur des sujets qui touchent à la politique au sens large et à tout un tas de questions de société qui nous animent en tant que chrétiens, mais aussi simplement citoyens, et dans le but ensuite d'agir en tant que chrétiens dans le monde, vraiment au sens large. Donc on s'intéresse notamment à des questions d'économie, et on a lancé un atelier qui s'appelait l'atelier économie, qui a commencé, où il y a eu 4 séances au mois de mars-avril. Et on a notre dernière soirée aujourd'hui qui est un peu le bonus sur l'économie. C'est bien présenté, c'est le bonus. Parce qu'en fait on a parlé d'économie collaborative, de management, voilà, des choses assez intéressantes. Aujourd'hui on va essayer de voir une alternative vraiment chrétienne qui est l'économie de communion. Et donc on a Pierre Frécon ici qui est du mouvement des Focolaris, qui va vous présenter tout ça. Donc voilà, on est très heureux d'accueillir ce soir. Merci. Et juste une petite, en fait j'ai pas fait la caisse à l'entrée. Normalement il y a une petite participation aux frais pour ceux qui ne sont pas adhérents, qui est de 5 € tarif plein et 2 € étudiants et chômeurs. Et si vous voulez devenir adhérent, c'est possible, c'est 25 € l'année pour une année complète, c'est-à-dire que ça sera jusqu'au 23 mai 2018. Donc voilà. Okay. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, chacun prenez les dernières places. Vous pouvez vous asseoir, normalement il y a assez de place. Ça vous force à vous mettre devant pour certains, mais il y a place pour tout le monde. Je vais m'asseoir, vu mon grand âge. En plus j'ai une bière devant moi, ça fait pas très sérieux, mais du coup on va garder un cadre convivial. Je suis très heureux de pouvoir témoigner et parler un peu d'économie de communion avec vous ce soir. Je n'ai pas prévu de plan particulier à mon intervention, mais il y a quand même 3 ou 4 grands points que je vais couvrir. Et après, je pense que voilà, ma voix porte et les derniers rangs ne sont pas loin, donc n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment pour me poser des questions sur le côté pratique, sur des aspects plus profonds. Il est probable que je fasse des références au christianisme, sans doute à la culture catholique. Donc s'il y a des choses qui ne vous parlent pas parce que ce n'est pas forcément votre culture et que je vais trop vite sur certains points, n'hésitez pas à m'arrêter aussi. Je dois être capable de pouvoir vous faire passer le message sans avoir à m'afficher chrétien. Donc voilà, on va chercher un point. Donc s'il y a des choses que j'évoque qui me semblent couler de sources et qui ne sont pas aussi claires pour vous, n'hésitez pas à m'interrompre pour que je clarifie ces différents points. Je me présente en 2 secondes, sans doute un peu plus que ça. Je suis Pierre Frécon, j'ai 39 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis lyonnais d'origine. J'ai fait une petite période de 10 ans après mes études à Paris, un petit peu aux États-Unis. Voilà, je suis revenu à Lyon en 2006. J'ai créé en 2007 la Financière Florentine, la société qui m'occupe aujourd'hui, qui vient de fêter donc ses 10 ans en avril 2017, en avril dernier, qui est une société de financement d'entreprise. On fait du capital investissement, du micro-capital risque. Et on essaye de le faire dans les esprits de l'économie de communion que je viens de vous présenter ce soir. Donc j'espère pouvoir prendre un peu de hauteur à vous présenter les principes généraux et aussi dans un deuxième temps pouvoir témoigner de ce que je vis et qu'est-ce que ça change quand éventuellement on essaye de faire de la finance avec d'autres principes que ceux dont vous entendez parler assez régulièrement. Alors un peu moins maintenant, vous avez beaucoup entendu parler en 2008 et après, avec la crise financière qui s'est produite. Il y a quelques amis dans la salle qui sont soit très impliqués chez les Focolaris, soit très impliqués par l'économie de communion, donc ils pourront peut-être m'aider le cas échéant, et qu'ils n'hésitent pas à me corriger fraternellement si je dévie de la voie ou de ce qu'il faudrait faire passer comme message pour que vous compreniez bien.
tout cela part, je finis la page personnelle, tout cela part du charisme des Focolari, du charisme de l'unité, porté par Chiara Lubich. Donc c'est un charisme qui est né dans l'Église catholique, puisque Chiara était catholique, et qui vise à la fraternité universelle. Et qui, dans un deuxième temps, a été reconnu par l'Église catholique, parce qu'il a fallu un petit moment avant que l'Église se le réapproprie, une vingtaine d'années. Donc c'est né en 1943. Chiara Lubich est né dans les années 20. Donc c'est né en 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est italienne, c'est sous les bombes. Et là, il y a une communauté de jeunes femmes qui vivent intensément, qui se réfèrent très clairement à l'Évangile. Donc, ce que Jésus a pu apporter sur terre, les messages, et qu'ils vivent avec des gens dans une période où le nord de l'Italie est bombardé. Voilà. On est dans la deuxième partie de la guerre, les Alliés sont en train de remonter, donc les campagnes d'Italie, et donc il y a des bombardements, ce genre de choses, les gens et dans des abris, on essaye de célébrer la messe et de garder quand même cet esprit et cette unité, on essaye de trouver des solutions matérielles, ceux qui ont un peu plus, ceux qui n'ont pas, et par leur action, par cette envie d'aider les autres, ben elle suscite des dons, et elle donne à ceux dont ils ont besoin. Donc il y a ce point, et ça c'est vraiment le début, on part de la guerre, et spirituellement, il y a cette idée de communion des biens. Il y a cette idée qu'on est dépositaire de biens qui ne nous appartiennent pas, qu'il y en a qui ont plus que ce dont ils ont besoin, et qu'il y en a qui n'ont pas, et que tout ça mérite qu'on y trouve un équilibre dans un esprit à nouveau de vraie fraternité, enfin, au sens évangélique, au sens le plus pur qui soit, c'est-à-dire que tous les hommes sont vraiment... on le retrouve d'ailleurs, enfin, je fais un parallèle, mais c'est aussi une lecture qu'on peut avoir de fraternité dans notre devise, hein, liberté, égalité, fraternité, quand on l'explique de façon républicaine. La liberté, c'est pouvoir faire les choses, l'égalité, c'est que chacun en fasse pas plus que les autres, enfin, ça s'arrête, et la fraternité, c'est de dire, ok, si on est juste tous libres et égaux, il n'y a rien qui fait qu'on est ensemble, quoi. Il n'y a aucune envie, donc il faut bien une dimension de fraternité aussi pour dire que voilà, c'est Français qu'on veut libres, c'est Français qu'on veut égaux, c'est aussi les Français qu'on veut capables de vivre ensemble, quoi. Donc c'est pour ça que toutes les notions que j'évoque sont des notions a priori humanistes et qu'on peut relire sous des approches religieuses, tout comme on peut les relire sous des approches areligieuses, basées sur voilà, un humanisme et une conscience de l'autre. Ça démarre comme ça. Ce mouvement prend une certaine ampleur, voire même une ampleur certaine, donc, notamment en Italie. Un peu décrié parce que c'était une lecture très littérale des évangiles. Quand on dit lecture très littérale des évangiles, c'est plutôt un charisme protestant qu'un charisme catholique, où il y a une dimension de tradition aussi, on n'est pas que dans la lecture du texte. Donc on était un peu à la marge, hein, c'était quand même un peu révolutionnaire, et donc dans les années 43-49 jusqu'au milieu des années 60, dans l'Église catholique, il y en a qui disent c'est génial, c'est ça qu'on veut vivre, merci, quoi. Il y en a d'autres qui disent attends, il faut qu'on en parle 2 minutes. Le mouvement prend avec différents papes, notamment il y a un envol avec Jean-Paul II, parce que là il y a vraiment une proximité du charisme de Jean-Paul II, du charisme de Chiara Lubich. Les choses évoluent et je vous passe les années, mais en 1991, donc ça fait une petite cinquantaine d'années que le mouvement existe, il y a des membres des Focolari un peu partout dans le monde, hein. Le mouvement est assez structuré. Chiara Lubich va rencontrer la communauté brésilienne, une communauté qui s'est énormément développée. Voilà, les Focolari, le charisme a touché différents pays différemment. Le Brésil est un grand pays et le Brésil s'est retrouvé. Et elle tombe malade à l'arrivée, elle est remuée par plein de choses et elle est frappée par ce qu'elle rencontre, qui est un peu le problème d'énormément de pays en développement, c'est-à-dire qu'il y a un développement de la richesse qui est inégal. Et donc dans le cas du Brésil, mais on trouve dans d'autres pays, vous avez les quartiers super riches et les favelas juste à côté, quoi. Cette proximité qu'on a moins en Europe ou dans nos vieux pays, c'est-à-dire qu'il y a le super riche qui vit à 50 mètres derrière
un mur qui va bien avec les barbelés, tout ça protégé, mais qui vit à 50 mètres du pauvre. Et elle avait une réflexion, et à cette intuition, d'où est née l'économie de communion, qui est de dire, mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait ces richesses d'un côté et qu'il y ait cette pauvreté. Et cette richesse, elle est sans doute créée par les hommes, et donc il faudrait des entreprises nouvelles, animées d'un nouvel esprit, qui soient créatrices de richesse, mais qui soient créatrices de richesse pour lutter, éradiquer la pauvreté. C'est-à-dire, remettons cette activité économique qui crée un surplus au service des plus pauvres, parce que la situation telle qu'elle est telle qu'elle est au Brésil, où pourtant le charisme des Focolari a un impact particulier. Alors, à l'aune du Brésil, c'était pas grand-chose, mais à l'aune des Focolari, c'était beaucoup. On n'y est pas, quoi. Et ça, c'est le message c'est le point de départ. Avant que j'aille plus loin, je vais juste utiliser 2 points que je voudrais clarifier pour essayer de vous faire comprendre autrement ce charisme des Focolari, ce charisme de l'unité, de la fraternité universelle. Je le définis négativement, donc, mais vous allez voir, on y arrive. Les charismes contemplatifs. Ça, en général, c'est des choses que tout le monde comprend. C'est-à-dire tous ces gens qui se retirent du monde, dans un monastère, dans une abbaye, pour avoir une relation avec Dieu la plus directe possible. Sans, je dirais, tout le bruit de la civilisation, de la société matérielle. Enfin, il y a une quête dans les charismes, dans ces charismes-là, il y a une quête d'une relation la plus vraie possible à Dieu, mais en se retirant du monde. C'est les ermites, c'est ce genre de choses. Okay. Eh bien, les Focolari, c'est ça, mais c'est exactement l'opposé. C'est-à-dire qu'on cherche la même relation à Dieu. Vous cherchez cette dimension, alors pour ceux qui sont chrétiens et catholiques dans le mouvement, mais vous cherchez cette relation à Dieu, mais vous la cherchez au travers de la relation à votre frère. C'est-à-dire que la manifestation de l'amour de Dieu, la manifestation surnaturelle, voilà, le moment où vous faites une expérience surnaturelle de Dieu, c'est dans la qualité de la relation que vous avez à l'autre. Et donc, il y a plein de références évangéliques, mais en gros, un des points, c'est là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, référence à Jésus et Dieu, je suis là. Donc à ce point, il y a vous, il y a moi, il faut qu'on soit au moins 2. Et si on essaye vraiment de s'aimer de cet amour avec un grand A, qui dépasse l'amour humain, là, il y a un truc qui se passe, qui nous dépasse tous, qui nous transforme tous, et là, je touche tout. Vous voyez, il y a la même... il y a sans doute chez les Focolari la même quête absolue de Dieu, qui habite plein d'hommes, mais il y en a, dans les charismes contemplatifs, vous allez voir un mouvement qui dit « il faut que je me retire du monde ». Dans la prière, dans le truc, je vais trouver cette vraie relation en m'écoutant, une quête intérieure, une quête coupée. Et les Focolari, c'est exactement le contraire, c'est que ça ne peut pas se concevoir sans avoir cette relation à l'autre. Et ça, c'est ce qu'a porté Chiara. Donc ça, c'est l'intuition qui démarre. Et donc, si on va dans notre... Chiara n'était pas économiste, mais si on part dans... Je pense... Elle est décédée en 2008, donc maintenant je peux la faire parler tant que je veux, elle ne va pas me contredire. Mais je pense que dans l'intuition, si vous regardez la mécanique de l'entreprise, c'est quelque part des gens qui viennent collaborer pour faire quelque chose de plus grand que ce qu'ils pourraient faire chacun. Sinon, c'est des tâcherons, des journaliers. Des gens qui prennent leurs tâches, ce qu'on retrouve d'ailleurs d'une certaine façon dans les nouvelles formes de travail aujourd'hui, où vous êtes indépendant, vous gagnez tous les jours le travail, c'est Adam Smith, c'est les épingles, c'est voilà, je fais 1000 épingles, je gagne 1000 euros, je fais 500 épingles, je gagne 500 euros. Bon, là, cette forme-là, mais dans une entreprise, vous avez une structuration qui fait que celui qui a un talent commercial, celui qui a un talent de production, celui qui a un talent de comptable, il se retrouve dans une structure où tous les talents mis bout à bout sortent de quoi payer tout le monde et éventuellement un peu de surplus. Il y a cette dimension de collaboration dans les entreprises, et je vous passe toutes les théories de management des 50 dernières années, mais on se rend compte quand même que quand les gens vivent des relations plus vraies, plus profondes humainement, finalement les entreprises ne s'en portent pas plus mal. Je ne rentre pas dans un secteur que je ne connais pas du tout, mais globalement il y a quand même un mouvement là-dessus. Si vous vous dites, si vous, votre objectif,
votre vision charismatique, c'est de dire « Attends, là tu me parles juste de collaboration, mais si je mets un amour fraternel, c'est-à-dire tout le monde a vraiment à cœur de s'engager pour l'autre et de toucher quelque chose, si je nourris ces entreprises avec cet esprit-là chez les salariés, chez tous ceux qui y contribuent, ça devrait envoyer du profit encore plus, quoi. Si la collaboration permet déjà d'avoir la rentabilité qu'on a, si en plus les gens ils ont vraiment envie de casser la baraque pour les autres, il devrait y avoir vraiment des gros gâteaux à partager. Et là, attention, une fois qu'on les a faits, surtout on les partage bien. Donc voilà le moteur. Voilà le moteur. Je ne pense pas que Kara avait une vision forcément beaucoup plus évoluée que ça de l'entreprise, mais elle avait cette vision de l'homme, elle avait cette approche matérielle. Je rappelle en 1943 cette communion des biens. Ce partage en temps de guerre de celui qui a un peu et de celui qui a rien, c'est vraiment le cœur c'était vraiment une des dimensions fondamentales de ce charisme. Et on arrive à un moment où la pauvreté elle est là, elle est trop, et la meilleure façon d'arriver, c'est de créer des entreprises qui portent. Alors, la première année, je crois qu'au bout de 2 années, il y avait 650 entreprises d'économie de communion. C'était un appel. Les faux-coloriers étaient déjà là, donc en fait ce qui s'est passé, c'est que ceux qui étaient déjà engagés dans le charisme, quand on leur a dit « Hey, j'ai une façon de voir l'entreprise qui me semble pas mal », ils ont dit en fait c'est ça que j'ai envie de voir, de vivre. Moi je suis entrepreneur, j'étais déjà engagé, j'ai le truc. Donc déjà tous ceux qui étaient plus ou moins entrepreneurs, puis ceux qui avaient envie d'entreprendre des boîtes, ils se disent en fait c'est ça. J'y crois en tant qu'homme, allons le vivre concrètement. Et après, quand je vous dis ça, on est en 2017. Et en 2017, il y a 1 millier d'entreprises d'économie de communion. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui est tout de suite parti. Et puis finalement, si vous regardez, on a fait 650 à 1000 dans les 24 années qui ont suivi. Et aujourd'hui, sur ces 1000 entreprises, on va dire qu'ils se partagent la partie émergée de l'iceberg. Ils se partagent environ 1 million d'euros par an. On peut dire que voilà, ce que les uns et les autres prennent sur leurs bénéfices, ça fait en gros 1000 euros par entreprise par an. Donc c'est ce que c'est, mais c'est pas non plus la révolution. C'est la révolution en marche, mais elle n'est pas encore complètement arrivée. Alors pourquoi ça ? Oui ? Ce que tu dis, c'est qu'il y a des entreprises, dans ces mêmes entreprises, il y en a qui ont des difficultés, du coup, ceux qui n'en ont pas donnent de l'argent à ceux qui alors, si tu veux, je vais. En fait, c'est un autre thème, j'allais l'aborder. Mais... Oui, ta question, Victor, si j'ai bien compris, c'est de dire voilà, enfin, ces entreprises, il y en a qui vivent bien, il y en a qui sont en difficulté, et grosso modo, ce 1 million d'euros, c'est une sorte de péréquation de caisse commune pour essayer de. J'ai compris à peu près le sens. Voilà. C'est pas exactement ça. Ce 1 million d'euros, c'est le surplus mis dans un pot commun pour les plus pauvres. Okay, donc c'est pas de solidarité entre les entreprises, c'est vraiment le truc de dire une fois que j'ai tout fait, il me reste 1 000 euros en moyenne et je les mets pour les plus pauvres. Et c'est 1 000 entreprises au niveau mondial 1 000 entreprises au niveau mondial. Ouais, c'est pas voilà. C'est le truc, c'est que le charisme il a pris chez les Focolari, il a donné plein d'idées, il y en a qui sont construites et le truc arrive. Il y a une maturité, hein, on est 25, 27 ans après, mais il n'y a pas un embrasement total. Et en France ? Alors en France, il y a une trentaine d'entreprises. Mais ces entreprises partagent environ plutôt aux alentours de 60 à 70 000 euros par an. C'est pas non plus, c'est quasiment encore moins brillant, parce que dans le millier d'entreprises dont je vous ai parlé, il y a nos amis philippins, enfin je veux dire, il y a des pays où vraiment c'est la dèche, quoi. Enfin, 1 000 euros, c'est un truc. S'ils peuvent partager 50 euros, c'est déjà un truc, quoi. C'est une réussite. Nous, là, dans la salle, vous voyez ce que c'est qu'une entreprise française. Enfin, si dans les bénéfices, elle peut récupérer 2 000 euros en moyenne, c'est pas le point. Donc il y a 2 points. Il y a 2 points sur lesquels je vais aller. Je vais peut-être aller qui sont parallèles. Je vais peut-être aller sur... j'adresse le point. Premier point, c'est que si on prend la typologie de ces entreprises, on va prendre les françaises, comme ça c'est plus facile. On est sur ces 30 entreprises, il y en a 20
On a quasiment des travailleurs indépendants. L'entreprise de Xavier que l'on connaît, c'est sans doute la plus grosse entreprise économique communion en France, avec une 50aine de salariés. La plus grosse en nombre de salariés. Hein. Donc il y en a une. Sur Lyon, on en a une qui est une agence de com qui tourne avec 23-24 salariés, qui est sans doute la deuxième de France en taille, et la pyramide, la gaussienne, tombe très très vite, enfin vous voyez, et on arrive à 20 indépendants. Bon. Comment ça s'appelle Alteriade. Alors, un des sujets, c'est que cette fraternité universelle, c'est un peu exigeant, quoi. Si vous allez ouvrir votre truc de l'amour évangélique, de ça, tous les jours vous ratez, parce que vous n'aimez pas votre frère ou votre sœur comme vous devriez, et tous les matins vous essayez d'en remettre un coup en disant « Ah bon, mais je vais quand même y arriver, quoi. » Donc du coup, je vais faire... mais la fraternité universelle, c'est plus facile de la déclarer tout seul. Donc je suis indépendant, je suis convaincu, c'est parti. Vous voyez, je vais essayer de le vivre avec mon client, je vais essayer de le vivre avec mon fournisseur, hop, c'est fini. Quand on commençait à avoir des salariés, qui eux venaient essentiellement trouver un job, et ils n'ont pas forcément signé dans leur sang pour cette histoire d'économie de communion et tout ça. Donc il va falloir les aimer pour de vrai, mais ça, c'est à partir de la fraternité, à partir de 2, ça commence à être un peu plus compliqué, quoi. C'est un peu la réalité. Et vraiment, moi je trouve qu'il y a, allez, on va dire 5-6 entreprises où il y a vraiment des salariés, où là on commence à avoir des témoignages, où c'est les salariés qui parlent de leur boîte, inspirés d'une vraie solidarité, je mets un coup de collier pour le patron, je mets un coup de collier pour le voisin, je mets un coup de collier pour le salarié, c'est pour le fournisseur, c'est important, et c'est plus le patron qui parle. Et c'est là que nous, on commence à toucher un vrai témoignage de fraternité qui est passé, c'est-à-dire c'est plus quand c'est le patron qui le déclare, c'est quand les gens le vivent, et tout le monde, plusieurs personnes, disent « Ah ouais, mais moi aussi je vis ça. À ma mesure, mais moi aussi je vis ça. » Mais c'est un peu le sujet. Alors après, quand j'ai fait cette typologie-là, forcément, j'ai des entreprises un peu moins riches. Le partage est un peu différent. Après, j'ai un autre thème que je vais évoquer qui est cher à Marc au fond de la salle et à moi, parce que c'est un truc qu'on pousse chacun dans notre coin depuis quelques années. C'est que cette résultante partagée au final, c'est la partie émergée de l'iceberg. Chiara a dit assez tôt, parce qu'elle, globalement, elle avait la vision de l'entreprise, de l'esprit qui devrait animer les gens, puis elle avait la vision du pauvre. Elle a dit, il y aura un bénéfice. Et ce bénéfice, on le partagera en 3 parts. Alors, il y a déjà les exégètes, savoir si c'était 3 tiers ou 3 parts qu'elle a dit. Enfin, moi, quand j'ai découvert l'économie de communion en 2009, on serait cru... chez nos voisins, enfin moi j'ai trouvé, c'était vraiment des discussions, on serait dit, dans les voisins juifs qui regardent, qui sont dans l'expression de qu'est-ce que dit exactement, comment on le comprend, enfin, vraiment des questionnements profonds, des trucs, est-ce que Chiara a dit on partage en 3 parts, est-ce que Chiara a dit on partage en 3 tiers? Normalement c'est 3 parts normalement, mais cette version officielle pourrait peut-être être... Mais ces 3 parts, quelles sont-elles? C'est ça qui est important. Il y avait une partie conservé par l'entreprise pour continuer son développement. Ok ? C'est-à-dire, ce que vous faites fait sens, porte du fruit. Vous avez sans doute des plans pour vous développer. N'arrêtez pas. C'est de l'argent que vous gardez, mais c'est de l'argent qui va porter du fruit demain et on a besoin de ce... Il y avait le 3e tiers. Le 3e tiers, c'était pour les pauvres. Mais dans ce que je vais vous expliquer, en fait, le pauvre, sans doute, c'est celui qui est complètement exclu du système économique. Parce que quand je vous parle de partie émergée de l'iceberg, je vous parle de la partie immergée, qui représente au moins 90% de l'affaire. Et donc, dans cette partie émergée, on peut considérer le pauvre, c'est celui qui est en marge de tout. Donc, reposez-vous, celui qui n'est jamais salarié, celui qui n'est jamais client parce qu'il n'a pas les moyens d'acheter, celui qui n'est pas fournisseur parce qu'il n'a rien à donner, celui qui est exclu, qui est en détresse totale. Celui-là, dans l'économie de communion, on ne l'oublie pas. Même si on n'a pas interagi avec lui du côté économique dans toutes nos relations, il est là, on a besoin, et il a sa part. Et la 2e part ou la 3e part, c'est pour aider à développer des hommes nouveaux.
Alors ça, c'est quelque chose qui est très à cœur du charisme des Focolari. En fait, la relation, le nouveau, il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles, c'est par rapport au vieil homme et au nouvel homme de saint Paul. Là, c'est un point. Alors, c'est pas dans l'Évangile, c'est grosso modo le vieil homme. C'est en gros toutes nos bassesses. C'est tout ce qui nous retient de faire le bien qu'on aurait envie de faire. C'est le truc qui nous tient à l'arrière, qui fait que on n'est pas droit, on n'avance pas vite. Enfin, vous voyez, le vieil homme, c'est celui qui a du mal à avancer. Et le nouvel homme, c'est en gros celui qui est libéré et qui vit son aspiration profonde, dans le cas à essayer d'être quelqu'un, à vivre cet amour et tout ça. Donc il y a cette conversion, et grosso modo, Chiara dit, tout ça c'est bien, mais il faut diffuser. Oui, il faut que votre entreprise continue à se développer, les réserves du premier tiers. Oui, il faut donner aux plus pauvres, parce que si on n'y pense pas, personne n'y pensera, parce qu'ils sont complètement exclus du système. Et n'oublions pas aussi de semer des graines chez ceux qui pourraient s'inspirer de ce qui arrive pour vivre un peu différemment ce qu'ils vivent. Bienvenue à cette réunion ce soir. Le temps que je prends et que je vous donne là, le temps que vous avez pris pour venir, c'est un peu cette heure-là, c'est de dire, peut-être que dans ce que je vous dis, il y a un truc qui va germer en vous, qui va dire, tiens, je vais peut-être changer ça demain. Et bien bingo, on était sur ce tir-là dont on a besoin, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'un peu plus de temps en plus pour le là-dessus. Moi, j'ai encore une question. On est, du coup, le vieil homme et le nouvel homme, c'est tout le monde et les deux? Ou du coup, il y a des gens qui sont nouveaux et des gens qui sont vieux? Non, c'est chacun. Chacun a une part de vieil homme et une part de nouvel homme. Le vieil homme, c'est ce qui te retient dans le passé, dans un truc, et le nouvel homme, c'est un peu, c'est l'homme que tu voudrais être. Tu vois ce que je veux dire dans ces dimensions? Moi, j'ai une question sur la structuration au sein de l'entreprise, sur la répartition du bénéfice. Est-ce qu'il manque pas une barre, en fait, dans les trois parts? Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une barre où ce soit, c'est tout le monde dans l'entreprise qui partage avec l'entreprise. Alors, c'est là. Je suis désolé, j'ai commencé par la partie émergée. J'aurais peut-être démarré par la partie immergée. En fait, quand on gère une entreprise, je prends la comptabilité libérale, ça commence par le chiffre d'affaires. Et le premier truc qu'on se pose, c'est au chiffre d'affaires, on l'a fait comment? Fraternité universelle ou pas fraternité universelle? Ah oui. Les clients, ils payent tous le même prix. Celui qui n'a pas d'argent, il paye le même prix que celui qui a de l'argent. Celui qui en a vraiment besoin, est-ce qu'on lui fait le prix? Comment on vit ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'on vend à tout le monde? Celui qui utilise mon service à des fins qui sont mauvaises, est-ce que je lui vends ou est-ce que je ne lui vends pas? Donc il y a une première question, c'est comment je fais le chiffre d'affaires. Après, et ça, est-ce que je vis vraiment ça avec mon client, de personne à personne? Est-ce que j'ai la même exigence de dire, dans le respect de l'un et de l'autre, de mes obligations vis-à-vis de mes salariés, vis-à-vis de mes fournisseurs, mais par rapport à ces situations, qu'est-ce que je peux faire pour l'aimer le plus possible? Est-ce que je fais un prix aux étudiants qui, voilà. Excusez-moi. Oui. Ça commence par le chiffre d'affaires. Est-ce que même au départ, il n'y a pas la logique de comment j'ai lancé mon business, c'est-à-dire le financement initial? Le financement initial. Ça. Parce qu'à un moment donné, pour produire ma première solution, j'ai financé ce lancement. Ouais. On sait qu'aujourd'hui, une partie du financement, il est sur les marchés financiers. Dans la religion, en islam, essentiellement en christianisme, il y a la notion de l'usure. Ouais. Et ce qui fait les inégalités dans le monde, c'est comment on finance l'économie. Donc avant le chiffre d'affaires pour le créer, et avant d'avoir un client avec qui je suis en relation, une relation licite ou éthique, comment j'ai mis de l'argent? Donc ces mecs-là, ce qu'à un moment donné, quand ils produisent, ils ne se disent pas mais comment j'ai pris mon capital initial? Ou alors on ne se pose pas la question. Alors, c'est un peu plus... la poule et de l'œuf, il faut que je démarre quelque part, parce que le capital thésaurisé va me permettre de lancer une activité qui me permet d'avoir du capital à thésauriser. Vous voyez, donc il faut que je démarre d'un truc. Donc je vais rester au chiffre d'affaires, mais j'oublierai pas le capital, surtout comme je vous ai dit que gérer un fonds d'investissement, vous appuyez pile au truc de mon quotidien. Donc j'y reviens. Mais laissez-moi partir de l'exploitation d'une société, et on reviendra sur la dimension du finance, parce que, en gros, je ne vous dis pas, l'économie de communion a une réponse pour tout. Par contre, le charisme de Chiara, il vous demande de vous poser la question sur tout. C'est ça. Chiara Lubitsch, si vous la voyez sur une photo, malheureusement, moi je ne l'ai pas connue vivante, donc je ne l'ai jamais connue que par des photos. Vous avez un tout petit bout de bonne femme, elle vous regarde sur une photo, vous êtes transpercé. Et c'est un petit bout de
un deux petits bouts de bonne femme, quoi. Un truc. Et moi, je me représente toujours, quand j'étais appelé à l'économie de communion, je m'imaginais elle devant moi, donc moi debout, vous avez vu, je sais pas, une autre taille, quoi. Et elle me disait, dis donc, toi, c'est bien ta financière Florentine, mais ce matin, t'as fait quoi pour ton frère? Là, c'est un peu ces dimensions-là. Je reviens sur le capital, ok? Donc je suis juste sur l'exploitation, je suis juste sur votre activité économique pour le moment. Donc j'ai le chiffre d'affaires. Donc la première question, c'est comment j'interagis. Le coup d'après, c'est mes fournisseurs. Même question. Ce fournisseur, il est en difficulté, il n'est pas en difficulté. Je le soutiens, je ne le soutiens pas. J'en aurais besoin, il le mérite, j'ai de l'argent, je peux peut-être le payer un peu plus cher cette fois, je peux peut-être... D'habitude, je le payais à 45 jours, c'est peut-être donc 45 jours après qu'il m'a livré, donc ça veut dire que c'est un effort de trésorerie de son côté. Mais là, j'ai la trésorerie, lui, il lui manque, peut-être que je le paye tout de suite. Ok ? Et je peux peut-être gérer des conditions différentes. Il y a peut-être des fournisseurs, je vais négocier plus fort parce que je sais qu'ils sont en bonne... et d'autres, c'est moins. Même à ça. Une fois que j'ai enlevé... j'ai fait mon chiffre d'affaires, j'ai enlevé mes fournisseurs extérieurs, c'est ma valeur ajoutée. La valeur ajoutée, elle sert à deux choses. Mais la plus grande partie, elle part à payer vos salariés. Et c'est là que je reviens sur votre affaire. C'est-à-dire, je paye mes salariés. Et c'est la même chose, j'essaie de les payer de façon la plus juste possible. Et trouver un équilibre. Et la plupart des entreprises d'économie de communion, elles ont, alors pour celles qui ont des salariés, parce que indépendants on l'oublie, elles ont des accords d'intéressement assez forts. Vous voyez Puis après, il y a un surplus. Moi, j'essaye d'y... Pardon, mais c'est quoi le principe? Le principe, c'est de vous poser la question de ce que la personne... C'est quoi? C'est un 20 Ah non, mais alors, je suis super désolé, mais on n'a pas de règle. Le truc, c'est de... Alors, si... En général, il faut qu'on arrive comme en l'unité, je vous ai dit, la relation en duo se fait à plusieurs. Prenez pas la décision tout seul. Mais le point, c'est trouver la bonne solution qui dépend de vous, qui dépend de l'état de votre boîte, qui dépend des salariés. Et ça veut peut-être dire qu'il y a un salarié qui en a besoin, puisqu'il a besoin absolument de faire un truc dans sa maison, il n'y a pas de chauffage, il y a un truc comme ça, et lui, il faudra lui donner plus. C'est pas parce qu'il a mérité forcément dans sa performance et tout ça, mais humainement, c'est peut-être ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire pour l'aimer, quoi. On peut se le permettre dans la boîte. Et voilà, vous voyez, cet amour-là qui doit présider à eux, c'est dans cette justice-là, qui est une justice d'homme à homme, qui n'est pas dans une justice forcément de la production, de la productivité. Et là, là avant que je vienne à toi, juste un truc, c'est que là, on arrive à remettre en perspective nos 60 000 € donnés par nos 30 entreprises. C'est que ça, c'est les statistiques qu'on fait. Ces statistiques, elles sont pas hyper donnantes. Ceci étant, quand on va un week-end, quand on parle avec les chefs d'entreprise, chaque semestre, il y en a un qui dit « J'ai pris quelqu'un en réinsertion, qui était SDF, j'ai embauché, CDI. J'ai pris quelqu'un qui était toxicomane, j'ai pris en CDI. » Un CDI aujourd'hui, tout compris, c'est entre 25 et 30 000 €. Ça coûte 25 à 30 000 € à l'entreprise. Je vous rajoute tout pour que la personne travaille, les charges, les machins et tout ça, c'est ça. Quelqu'un qui est en marge de la société, qui essaye de se réintégrer, c'est super dur. C'est dur pour les relations qu'elle va avoir avec ses collègues de travail. C'est dur pour tenir un horaire le matin. C'est-à-dire que ça commence à 8h30. Il faut vous faire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines avant que la personne vienne à 1h30. Quoi. Non mais, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi quelqu'un qui a été marginalisé, que vous remettez dans le cadre du travail. C'est pas un truc, ouf. Ah ben ça y est, j'ai un job. Je suis revenu parmi les gens normaux qui ont un job, la vie est changée. Si vous avez été cassé par plein de choses, il y a un vrai accompagnement et qui se porte dans la douleur. Parce qu'en attendant, il y a la performance, la personne n'est pas là. Si on est posté, on démarre en quart. S'il manque un ouvrier dans l'équipe, c'est dur. Et donc en fait, c'est pour ça que je vous parlais de partie émergée et de partie immergée, c'est qu'il se passe sans doute des trésors de partage, de dons, de gratuité, d'amour vrai, sur des montants plus importants, mais qui se passent avant les bénéfices. Et donc ça, c'est une conviction fondamentale. Il suffit qu'il y ait 2 entrepreneurs qui prennent quelqu'un qui n'est pas employable et qui le prennent 1 an, et à eux 2, ils ont donné autant que les 30 entreprises au final pour les plus pauvres dans le don, vous voyez. Et je suis désolé, c'est pas une manœuvre facile à gérer. C'est vraiment un engagement, vous sautez dans le vide, quoi. Un petit peu.
Et si c'est une entreprise qui a que 10 salariés, le 11e, c'est un 10% de la collaboration, quoi. Quand vous êtes un groupe de 1000 ou 2000, vous pouvez vous en permettre, mais quand vous êtes 10, il y a un saut dans le vide. Et ça, c'est des sauts dans le vide qu'on voit régulièrement. Mais j'en reviens sur l'histoire du capital. Vous avez le même discernement à avoir sur pourquoi vous faites ce genre de choses. Alors, je fais la finance. 2-3 chiffres dans mon métier, 2-3 chiffres. Aujourd'hui, dans tout ce qui s'investit en bourse et différents, vous voyez, vous prenez tout, il n'y en a que 3% qui va pour financer les entreprises. Les 97% autres, c'est des entreprises qui changent de propriétaire. Donc vous avez une dimension de la finance aujourd'hui qui est une bulle, qui est un jeu, comme au loto. On se repasse les actions des boîtes, on se les repasse sur les marchés, je te l'achète. Alors, on se les repasse au dixième, de millième de seconde près, parce que maintenant c'est des ordinateurs qui le font, donc il n'y a même pas d'humain derrière. Après, vous pouviez avoir le trader dans sa salle de marché, je t'achète et trucs, on a plein de films dans les années 70 comme ça, tout ça, ça fait depuis les années 80-90, il n'y a plus. La bourse à Paris, il n'y a plus personne qui y est depuis longtemps, vous n'avez pas les moyens, c'est fermé, tout ça joue sur des ordinateurs, et les gens, pour 97% des échanges mondiaux, les gens ont de l'argent, ça échange. Ah, évidemment, ça ne gagne pas trop d'argent, ça, si vous voulez. Enfin, celui qui gagne, il faut qu'il y en ait un qui perd. À supposer que ce soit de l'argent. Et en plus, c'est des jeux d'écriture. on est tout à fait d'accord. Et voilà. Et en général, vous avez des gens qui gagnent tout le temps, comme Goldman Sachs, et donc vous avez forcément des qui perdent tout le temps, parce qu'il y a un équilibre, il n'y a aucune valeur créée là-dedans. Vous voyez ? Donc déjà, il y a une vraie question dans toute cette finance qui tourne autour de nous, dont on a l'impression qu'elle produit des empires, parce qu'on peut acheter des choses, des bâtiments, ainsi de suite, et cet argent, il vient d'où ? Parce qu'effectivement, la réalité de ce truc dont on se passe la main, ça vient. Alors vous avez 3% qui vient pour financer les entreprises. Et après, vous pouvez vraiment vous poser la question, et moi j'ai cette question-là dans mon fonds d'investissement, c'est que je vous ai fait toute la répartition. Moi, il y a un moment, je dois rendre de l'argent à mes investisseurs, et ils attendent en récupérer un petit peu plus que ce qu'ils avaient mis au début. Ils ont pris un risque, il y a un retour sur moi. Et je suis à l'aise avec ça. À l'aise avec ça. C'est pas prévu forcément dans l'économie de communion, mais je suis à l'aise, parce que s'ils m'ont pas apporté d'argent au début, j'ai pas porté du fruit, et quelque part, le capitaliste, comme les gens qui envoyaient les bateaux de Christophe Colomb, et à un moment, celui qui a investi, il a son rôle dans l'économie de mobiliser ce capital pour l'envoyer à créer des activités, et c'est bien qu'il ait une part. Par contre, je m'inscris personnellement, et je pense qu'en Europe, on a une vision assez différente de la vision anglo-saxonne, qui se base plutôt sur le fait que l'entreprise existe pour les actionnaires. Et qu'elle existe pour enrichir. Donc le capitaliste, il est à la fois à l'initial, parce qu'il met l'argent au démarrage, mais c'est aussi la fin de l'entreprise. Et je pense que ça, là, pour le coup, c'est assez facile, mais entre guillemets, c'est assez facile d'en sortir. Il suffit de décider qu'on n'a pas besoin de cet argent-là. C'est pas ce qu'on veut. On lance sur le business, on passe souvent par la banque. Et la banque étant un instrument structurant qui produit des jeux d'écriture par la dette et le taux d'intérêt, il y a une réflexion éthique à avoir sur le prêt à usure tout court. Alors, Ce n'est pas correct pour moi que l'investisseur. L'investisseur, il a un capital propre, réel. C'est pas les crédits qui font les dépôts. Ouais. Il va mettre de l'argent et il dit je veux un retour sur le capital investi. C'est pas pareil qu'une banque. La banque, c'est un sujet, c'est un sujet simple, mais en même temps c'est compliqué parce que si on démarre là-dedans, on est mal parti. Mais ouais. Est-ce qu'aujourd'hui ce mouvement, j'entends toute la partie d'initiative individuelle, ça ne me semble pas l'économie sociale, pour moi. Alors, l'essence un peu différent. Il y a des différences quand même. Mais est-ce qu'il y a une déconstruction du modèle capitaliste, un mouvement politique? Non. C'est-à-dire, attention, il y a quand même un système qui produit les inégalités. Pas les inégalités, elles sont tout à fait naturelles. Même si Dieu crée les inégalités. Okay. Alors, il y a une entreprise dans les 1000, il y en a une relativement grosse aux Philippines qui est une banque. Donc il faut désespérer de rien. La banque, on va dire aujourd'hui, pour le législateur, c'est un mal nécessaire.
c'est un outil que vous laissez spéculer en essayant de le contrôler. Parce que si on fait que solder des transactions entre celui qui produit des biens et celui qui peut se payer ses biens, l'économie ne tourne pas. Il n'y a pas assez d'eau dans les rouages. Si vous êtes juste en train de solder, j'ai travaillé, je récupère et tout ça, du coup vous n'avez pas de dynamique d'investissement. Ça manque d'eau dans les rouages. Donc les banques sont tolérées par les États. Je parlais en Europe, sont tolérées par les États parce qu'elles créent de la monnaie. En espérant qu'on la contrôle, elles créent de la monnaie qui finance les emprunts, qui fait que les gens peuvent amorcer la pompe un peu en avant et tout ça. Sauf ça, c'est complètement spéculatif. Et donc les gouvernements essayent de tenir les banques. Il y a des ratios, vous êtes obligé de conserver un certain point de ce que vous faites. Le truc, c'est que la crise de 2008, c'est juste que les banques centrales, donc les États, ceux qui essayent de contrôler ça, ont juste pas compris que le système, en 10 ans, il avait complètement changé dans les banques, et que les banques ne collectaient plus d'épargne pour prêter aux banques. Elles faisaient plein d'autres trucs, genre subprime. Ben voilà, la Banque Centrale Européenne disait, les banques collectent votre épargne qu'elles rémunèrent à 2%, la prêtent à des emprunteurs à 4%, et elles prennent 2% entre les autres. C'était le métier de la banque, et c'était encore relativement vrai jusqu'au début des années 2000. Après, on a embauché des brillants MBA divers et variés qui ont dit, bon, ça c'est marrant, mais on doit pouvoir faire plus marrant. Alors dans la finance, plus marrant, c'est qu'ils gagnent plus et plus vite. Vous voyez, c'est ça la définition de marrant, c'est plutôt ça. Mais attendez, j'ai des idées, on va découper ça, on va le refaire, on va le faire truc. Et le truc, c'est que tout ça, petit à petit, les banques ont dit, ouh, génial, j'arrête de prêter et d'emprunter, je vais acheter des petits bouts de ça. Complètement spéculatif, à nouveau, 97% de la finance part dans des trucs qui changent demain, donc ça ne crée aucune valeur, hein, c'est un jeu à somme nulle. Et en 2008, crise financière, mais en fait le truc c'est que les banques centrales, surtout la Banque Centrale Européenne, s'est dit mais comment c'est possible? Et donc elle a ouvert le couvercle, elle a regardé dans les banques, elle s'est dit mais en fait, je vais être très clair, les banques dans leur actif, dans les années 2000, il faudrait voir, les chiffres sont pas bons mais les ordres de grandeur sont à peu près ça. En gros, il y avait 75% de leur bilan qui était en emprunt, parce qu'ils avaient prêté à des gens, donc il y avait 25% d'autres cochonneries, et il y avait 80% d'épargne. Ça, c'est début des années 2000, les banques en Europe. En gros, elles faisaient leur métier, quoi. Et la Banque Centrale, elle contrôlait ça. Mais comme j'ai 75% en emprunt et 80% en épargne, ça tenait la route. À un moment des subprimes, il y avait à peu près 40% en emprunt et 40% en épargne. Donc vous avez 60% de ce que vous faisiez qui n'avait rien à voir avec ça. Et comme la Banque Centrale avait calculé son système pour contrôler que ça, elle contrôlait que 40% de l'activité des banques. Et les autres, Goldman Sachs en tête, ils faisaient un peu n'importe quoi avec l'argent, quoi. Et donc voilà. Ça, c'est un truc qu'il faut... Ce point-là. Voilà. Donc j'avais fini, là, j'espère, j'ai fini à peu près les banques, qui sont un sujet qui essaye d'être contrôlé. Ouais. C'est juste, c'est pas la question, c'est est-ce que, enfin, mais est-ce que vous n'êtes pas en lien, du coup, avec les banques comme la NEF, enfin, la nouvelle éthique Alors, il y a... Justement, ne fait pas du tout de spéculation. Alors, c'est ça, il y a sans doute à réinventer le modèle de la banque. Et qui est déjà... Non mais... Et de toute façon, alors je vais être très clair, l'économie communion, c'est essentiellement un témoignage. Hein. Enfin, c'est 1000 entreprises, c'est un truc, je viens vous expliquer, je viens pas vous endoctriner, je viens pas vous dire que c'est mieux, je viens pas vous dire... il y a plein d'idées, il y a plein de choses, et il y a sans doute... Enfin, on arrive à un point où il y a plein de gens qui se disent stop. Et ils se disent stop où ils sont. Et ils ont à ce moment-là, ils discutent avec des gens et ils vont avoir une inspiration. S'ils sont dans un milieu religieux, ça va être religieux. S'ils sont dans un milieu religieux, ils vont dire on va faire un truc religieux. Ça va être, chacun pense et réfléchit. Mais très clairement, on a une finance qui a une tendance déviante et on a un capitalisme qui voit essentiellement le profit des actionnaires et des propriétaires, et ça l'a fait à certains trucs de supprimer le droit de citer des autres parties. Ça, globalement, il y a de plus en plus de gens qui disent ça ne peut pas durer comme ça bien longtemps, quoi. Et on n'a plus envie d'entrer là-dedans. Mais ça va aussi des jeunes qui postulent plus dans les grands groupes et qui cherchent des jobs ailleurs. Vous voyez, il y a une sorte de contrat social avec ça qui dit votre modèle moyen. Oui. Oui, donc vous avez donné pas mal de leviers déjà de ce qui fait la vertu de l'économie de communion, mais est-ce que finalement il y a combien de cases à cocher pour tenir ce label? C'est-à-dire que
vous avez donné quelques leviers importants, et finalement, je peux avoir quelques entreprises qui fonctionnent globalement avec ce type de mentalité, sans forcément avoir, encore une fois, peut-être la connotation religieuse. Est-ce qu'on peut les assimiler, ou bien est-ce qu'il faut être populaire en plus, et c'est quoi le bout du label pour dire moi j'en suis? Il n'y a pas de label, brave monsieur. Mais pourquoi on en compte 1000 alors? Ah ben parce que c'est des entreprises qui ont décrété d'elles-mêmes, et les autres leur ont dit que ça nous semblait pas mal, qu'elles avaient envie de se mettre, qu'elles avaient envie de vivre ça tous les jours dans leur entreprise. Mais quelque part, c'est plus une démarche déclarative, dans le sens une volonté de se mettre en action qui se mesure, qu'un truc qu'on audite réellement. Bon, j'ai un point sur lequel ce qu'on pêche un peu à faire en économie de communion depuis quelques années, c'est qu'on peut faire passer un truc du charisme, on témoigne d'un truc, et là on dit ah tiens c'est un peu différent. Et après on peine un peu, surtout vis-à-vis des entrepreneurs qui sont des gens très pratiques, pragmatiques, et ils nous disent mais je fais quoi face aux impôts? Je fais quoi face au travail au noir? Je fais quoi le truc mes salariés? Bon, comment ça marche? Là, on est un peu sec. Là, on est un peu sec. On a beau avoir 25 ans en plus, d'ailleurs, on n'a pas encore digéré. Mais je me souviens, pour vous dire à quel point c'est ouvert, je me souviens de quelqu'un qui est venu, qui avait été touché par l'économie de communion, et qui vient, paf, boum, la semaine d'après, il vient à une rencontre, on était 30 à Arny, dans la banlieue parisienne, il arrive, et donc il voulait faire des biscuits avec une recette de garde de Bingen, enfin, tout son truc, il était parti quoi. Il était parti, et puis il nous lâche une bombe, une vraie question pratique d'entrepreneur. Je vais distribuer ça en grande surface, enfin je vais distribuer ça en volume max. Je ne vendrai pas par les grandes surfaces, parce que les grandes surfaces, c'est mal. Question aux entrepreneurs de l'économie de communion, qu'est-ce que vous en dites? Alors ça c'est bien parce qu'on a rarement des questions, vous voyez, enfin moi ça me manque un petit peu, on concept et tout, mais le gars, boum, et puis il ne nous épargne pas. Et là, malheureusement il n'est pas revenu. La réponse c'est, faut voir. Et en fait il y avait des entrepreneurs autour de la table, et on avait des producteurs de miel, on avait des producteurs d'huile, on avait des producteurs, et on dit, alors toi, moi je vends en grande surface. Et alors, on vend comment? Je vends en grande surface, mais alors après, ils m'ont... Donc, bon, je voulais être référencé pour sortir. Par contre, ils m'ont expliqué qu'il y aurait des rétrocommissions fin d'année, des backchiches, des machins et tout ça. Et j'aurais dit, niet, je vais vendre chez vous. Ok pour les prix, on négociera, ça sera dur, vous me faites des volumes. Ok. Mais tout ce qui est par-dessous la table, que j'ai, non. Elle dit, ils sont partis. J'ai vécu avec ça. 3 ans après, ils sont revenus, moi, je n'avais pas changé. Et on a signé un deal. Je n'ai pas signé avec tout le monde, j'ai signé comme ça. Parce que je les acceptais tels que, mais je n'étais pas prêt à sacrifier certaines choses. Autre aspect, Catherine qui vendait du miel, elle a dit, moi j'ai fait qu'avec Intermarché. Parce que Intermarché, c'est une structure en franchise, donc chaque Intermarché, supermarché, c'est une entreprise indépendante. Elle a dit, moi j'ai pris ça parce que je pouvais aller discuter avec le patron. Je n'étais pas dans les dynamiques de centrale d'achat. Je pouvais discuter avec le patron du magasin et on pouvait se mettre d'accord sur le bon prix, le bon truc, toutes les conditions, il y avait les latitudes pour signer. J'ai signé avec cet Intermarché, j'ai pas signé avec celui-là, j'ai signé avec celui-là, j'ai pas signé avec celui-là. Et moi, parce qu'avec ma finance, parfois je suis un peu le poil à gratter, j'en ai rajouté une couche et je lui ai dit, et le problème, le pire du pire, c'est que si aujourd'hui à ta place, il y avait un franchisé Intermarché qui venait nous voir et qui nous disait, moi, mon business, c'est franchisé Intermarché et j'ai envie de vivre la fraternité universelle dans ma boîte tous les jours. Est-ce que j'ai ma place dans l'économie de communion? Et la réponse est bienvenue. Alors ça là, vous voyez, ça l'a refroidi ces réponses-là. Mais je vous présentais ça parce qu'il y a des questions très pratiques d'entrepreneurs. Et l'économie de communion, c'est des inspirations, c'est des partages, il y a une dimension charismatique forte, il n'y a pas de réponse toute faite. Il y a la sincérité de l'engagement, il y a l'envie de faire, il y a malgré toutes les erreurs, l'envie de se relever le matin et de le vivre un peu mieux, il y a ça, mais il n'y a pas de réponse. Question comme la grande surface, on voit bien leur méthode, vous voyez, j'ai au moins 3 réponses pour vous dire de gens qui le faisaient,
et j'ai pas l'impression, enfin moi, connaissant bien ces entrepreneurs, je me permettrais pas de dire qu'ils sont plus ou moins économiques communions que d'autres, parce qu'ils sont vraiment habités de choses fortes. Mais voilà, ils avaient trouvé leur façon de faire, en trouvant le lien, en trouvant ce qui pouvait les rapprocher, et qui permettait de créer du chiffre d'affaires, de la valeur, de partager, sans sacrifier leur valeur, sans aller trop loin par rapport à ce qu'ils voulaient. Et ça veut dire renoncement, dans le cas des huiles, c'est renoncement pendant 3 ans, et c'est j'accepte le moment où les gens acceptent de travailler avec moi dans les bonnes conditions. C'est un peu ça, et alors ça change un petit peu. Je vous refais une question sur l'économie sociale et solidaire, enfin il y a voilà, plein de choses. Typiquement, un des trucs qui me semble très différent avec l'économie sociale et solidaire, c'est que l'économie sociale et solidaire, la finalité de l'entreprise est sociétale. Nous, elle est sociale. Vous êtes cordonnier, c'est votre talent. Et vous avez Carl Lubitsch, et elle va vous dire, toi t'es cordonnier, ok. C'est ton talent, tu fais des chaussures, tu fais des belles choses, fais-les bien, travaille bien pour ton client, tu veux vivre cet esprit-là, viens vivre cet esprit-là. Et je ne te demande pas de changer. Tu es cordonnier, continue à être cordonnier, continue à travailler, faire ton métier. Voilà, tu le feras différemment. Si tu veux vraiment vivre ça, ça va transformer plein de choses dans la façon dont tu fais ton métier, dans le prix des chaussures, dans l'attention que tu vas porter au client, dans l'attention que tu vas porter à ton apprenti, dans l'attention que tu vas porter dans les matériaux que tu sélectionnes. Comment se cuire, parce qu'on peut parler du capital, mais on peut parler aussi d'où viennent les matières premières, c'est la même réflexion, tu vas apporter ce travail-là, ça va changer ton truc, mais tu es cordonnier. Et, je peux dire, profit is good, je finis juste, et n'oublie pas que les bénéfices, c'est un peu la pérennité de ta boîte, c'est un peu ce que tu peux distribuer aux plus pauvres qui n'ont rien de rien quand tu as du surplus, et c'est pas forcément... Le but, ce n'est pas forcément l'équilibre opérationnel. On est bien dans des entreprises à but lucratif. Et faire du profit, mais en le faisant pas n'importe comment, c'est aussi la possibilité de partager. Et le but, je reviens sur 91, cette idée, c'est Carl Lubitsch, c'est les pauvres et les riches, et c'est des activités nouvelles, faites d'une nouvelle façon, dont le fruit permettra d'éradiquer la pauvreté. Enfin, ça, c'est le message premier. Donc il y a vraiment ce lien de « j'ai besoin d'un bénéfice », parce qu'il y a des pauvres qui sont exclus de tout, et eux aussi, ils ont le droit d'avoir quelque chose pour vivre, pour le minimum. Donc vous voyez, il y a des proximités sur plein de réflexions, et en même temps, on peut quand même trouver certaines différences par rapport à l'économie sociale. On va dire, là, on voit deux qui, moi, je ne suis pas un expert, mais qui m'ont touché, qui sont un peu différentes. Quoi. Oui, Victor. Moi, je ne connais pas du tout ce dont tu parles depuis tout à l'heure, mais je suis un peu plus expert peut-être de l'économie sociale et solidaire, justement. Notamment de l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social, c'est ça. Je te re-enregistré. Je te redis, l'entrepreneuriat social, je t'écoute, c'est exactement ça. Cool. Voilà, il y a des cordonniers qui sont dans l'économie, dans l'économie sociale, parce que ce sont des entrepreneurs sociaux. La lucrativité limitée, c'est pas une fin en soi, c'est même pas un critère nécessaire à être là, comme l'État normé. Bien sûr, il y a des règles donc de lucrativité limitée, mais en soi, dans l'entrepreneuriat social, c'est beaucoup plus large que ça. Et alors, la différence, je dirais que peut-être, s'il y en a une, c'est que dans ce que tu dis tout à l'heure, c'est très la pauvreté qui va être combattue, le challenge à relever, ça va être de combattre la pauvreté, alors que dans l'entrepreneuriat social, l'économie sociale solidaire, c'est peut-être plus largement l'exclusion, qu'elle soit économique, monétaire, le fait de ne pas avoir d'argent, ou le fait de ne pas avoir accès au vélo parce qu'on ne veut pas faire de vélo. Ben ça, c'est un souci aussi de société qui n'est pas forcément une question d'argent. Si je suis en fauteuil, je ne peux pas faire de vélo. Là, il y a un souci dans nos sociétés. L'économie sociale et solidaire va répondre aussi à ça, et pas exclusivement à j'ai pas les moyens de faire. Ouais, moi ça me va bien. Et dans ce que je dis, il y a des sujets que je maîtrise plus comme la banque, et des sujets que je dis, je maîtrise moins. Mais très clairement, je pense que on n'est pas dans les éthiques. Enfin, clairement, mais ça c'est le charisme des Focolaris, c'est qu'à un moment, si vous voulez vraiment créer une relation forte avec les gens, il faut que vous fassiez tomber les barrières. Donc moi, je suis pas d'étiquette, quoi. Si tu me dis c'est ça, c'est la même définition, c'est le truc, je suis heureux. Tu vois, je le prends, je suis heureux de l'entendre. Et c'est un entrepreneur social, c'est un entrepreneur de l'économie de communion, c'est autre chose, c'est bien parce que c'est ça, c'est le bien qu'on fait, quoi. Après, moi, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est bien de comprendre parce que ça fait mûrir les réflexions. Donc moi, je serais heureux d'en parler, mais très clairement, c'est
L'important, c'est ce qui nous met. Et puis après, nous, on est touchés par une étincelle charismatique, tu vois, d'un charisme, mais il y a plein de charismes avant. Il y aura sans doute plein de charismes après. Il y a des charismes qui sont dans d'autres religions. Il y a même des charismes, on pourrait dire, des gens qui sont habités, qui ne sont pas dans des religions. Et eux, ils vont autour d'eux faire changer les choses et dans une direction qui serait. J'ai une question un peu pratique. Est-ce que ça vous arrive de vous heurter à la loi? Parce qu'il y a beaucoup de lois en France, notamment par rapport au travail. Est-ce que parfois, justement, comme vous cassez un peu les règles, notamment par rapport à la rémunération, il n'y a pas des lois qui peuvent empêcher ça? Parce que j'ai eu une discussion avec ma mère il n'y a pas longtemps, mes parents sont viticulteurs dans le Bordelais, et il y a des viticulteurs il y a eu du gel il y a pas longtemps, et des viticulteurs qui ont tout perdu. Et notamment mes parents ont un ami qui n'a plus rien, et qui est dans une situation financière déjà très délicate. Et du coup, mes parents aimeraient lui donner une partie de leur récolte pour qu'ils puissent produire un peu quelque chose. Mais ça pose des questions légales parce qu'on ne peut pas donner comme ça, enfin là dans le cadre du plan, on ne peut pas donner des récoltes comme ça, on ne peut pas faire de dons. Enfin, du coup, voilà, est-ce que dans ce cas, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu et rendre à César ce qui est à César, et que quelque part on aime aussi le législateur. C'est universel. Vous aimez le législateur, c'est pas facile. Je vous dis ça d'autant plus, c'est d'autant moins facile que le charisme des focolari s'est développé beaucoup en Italie. En Italie, il y a quand même une partie de l'économie qui est relativement informelle, quoi. Vous voyez, et ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que si en plus vous êtes dans une culture où l'économie informelle, elle fait partie de la culture, et vous avez une vraie question de dire est-ce que je déclare, est-ce que je déclare pas, c'est quand même difficile pour nous de ne pas se mettre dans le cadre de la langue. C'est difficile parce qu'il y a aussi la part... Alors, ce n'est pas une servilité, mais je veux dire, mais vous sortez d'un cadre qui est un cadre commun, qui existe pour certaines bonnes raisons. Les impôts, ils servent à financer plein de choses qui sont bien, et c'est difficile, intellectuellement ou dans notre cœur, c'est difficile de décider unilatéralement qu'on sorte ce système-là, qui marche ou qui marche pas trop, mais qui est aussi un système de compensation. Vous voyez, on est dans des formes d'État ici, on va dire en Europe de l'Ouest, qui jouent un rôle dans la société, qui jouent un rôle de solidarité quand même assez fort, et c'est pas facile. Mais, à nouveau, face à vous, face à Dieu, face aux autres, alors ça fait 3 si vous croyez en Dieu, ça fait que face à vous et face aux autres, il y a un moment où il faut trancher et prendre une action, quoi. Et quelque part, le but, c'est quand même cet amour-là. Mais je vous dirais, si cet amour, il dit là, et que la loi, elle vous dit de l'autre côté, c'est pas un truc facile, mais il faudra trancher. Et chacun le voit, mais il ne faut pas désespérer non plus. Parce que, regardez, je ne peux pas faire l'apologie de notre président, mais il a quand même mis, quand il était ministre de l'économie, il a fait sauter le monopole bancaire, la loi qui sans doute été abrogée après, en permettant aux fournisseurs et aux clients de prêter aux entreprises. Quasiment la situation que vous auriez pu avoir. Alors là, c'était 2 confrères, mais ça, la loi entre guillemets, elle évolue aussi pour prendre ces... Et là, peut-être que dans le cadre de la grève, ils vont prévoir exceptionnellement... Vous pouvez aussi, alors voilà, c'est à nouveau, la prière, le discernement, trouver une aide, trouver une solution, il faut peut-être se réinventer, trouver des choses, mais je me souviens d'un ami, contrôle fiscal sur la TVA, une erreur de centimes, je reviens à votre question, une erreur de quelques centimes sur des indemnités de kilomètres. Sauf que pendant 10 ans, avec des gens qui font beaucoup de kilomètres. Une erreur de bonne foi. Hein. Enfin, vous voyez le truc, l'entreprise super bien gérée. Bon. Résultat du contrôle fiscal, 120 000 euros de TVA. Et le contrôleur fiscal, j'ai rarement vu des entreprises aussi bien gérées que la vôtre. Franchement, on a trouvé tous les justificatifs de kilomètres de tout le monde sur les 10 dernières années. Si on n'avait que des contrôles fiscaux à faire comme ça serait le bonheur. Du coup, on a bien vu votre erreur. C'était clair. Vous n'êtes pas le premier à la faire. Et c'est 120 000 euros. Alors, c'est une petite boîte qui faisait 1,5 million de chiffre d'affaires. Vous voyez, 120 000 euros, c'est pas une paille, quoi.
Alors, ouais, est-ce qu'on peut négocier, est-ce qu'on peut discuter, est-ce qu'on peut machin? Alors, avec le fisc, on peut tout discuter, sauf la TVA. Ah, mais je vais faire appel, c'est pas normal, mince, je paye mes impôts. Et là, le contrôleur lui dit, écoutez, je vous le dis à titre amical, parce que je vous aime bien et que vous êtes vraiment un type bien, arrêtez, parce que ça va être pire. Je peux rien vous dire d'autre que c'est 120 000 euros. Il faut que vous les payiez, parce que tout ce que vous allez faire maintenant, c'est incontournable, c'est la loi, l'État, c'est cuit, quoi. Ben, il a payé. Son banquier, qui était son ami avant, parce qu'il avait une trésorerie d'ordre de 50 à 60 000 tous les mois, ben, quand il a dit qu'il fallait faire un petit emprunt de 60 000 parce que les 120 ils n'y étaient pas, ben, voilà, pendant 10 ans c'était « Oh monsieur, comment ça va ?» Là, tout d'un coup « Ah, vous avez besoin d'un prêt ? Oh, comment se fait-ce ? Vous n'avez pas fait attention ? Oh là là, redressement fiscal, tout ça. » Et voilà, il a avalé la couleuvre, il a rasé le truc, et il a payé l'impôt, et le truc était fait, et tout ça. Et donc, vous vivez des choses aussi, c'est pas juste. Vous avez bien fait le truc, et vous les prenez dans la figure, il faut vivre avec ça, et malgré tout, vous pouvez pas abandonner, enfin, vous voyez, vous pouvez pas abandonner le système, il faut accueillir ça aussi, quoi, c'est la réalité. Donc, il y a des trucs où la loi vous dit un truc et tout ça, il faut trancher, il faut prendre une position, ça sera pas, je vous garantis pas que ce soit forcément la loi, mais il faut essayer d'épuiser tous les trucs pour rester dans la solution qui va le mieux, mais c'est bien compliqué, c'est bien compliqué. Excusez-moi, oui. Je perds un peu mon film, mais c'est pas grave. Vous avez dit rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, c'est un peu respecter quand même le système global, parce que j'ai compris, enfin, je peux me tromper, mais si on doit changer, il me semble qu'il y a de plus en plus de gens qui sentent qu'on doit, le système, on doit le transformer, il faudra bien cesser de rendre à César ce qui est à César. Laissez-moi. Ah oui, excusez-moi, allez-y. Prenons l'exemple de l'Europe. Oui. Il y a beaucoup de lois, de mesures qui allaient vers l'ouverture, plus de concurrence et des déréglementations, qui ont nécessité la majorité qualifiée. Mais par exemple, pour revenir à une simple harmonisation fiscale, il faut l'unanimité, et on n'en dit jamais. Ce qui a permis au Luxembourg de voler pendant X années les recettes fiscales des autres États, et puis chez nous on dit on est trop endetté, il faut réduire le personnel dans les hôpitaux, enfin, de plus en plus de souffrance. Cet effet-là qui nous emprisonne. Alors, il y a plein de graines qui vont dans le bon sens, qui sont semées au monde. Seulement, elles sont semées dans un terrain global qui est hostile. Parce que tous les gouvernements, ils se livrent à une course à la compétitivité qui ne permet pas à ces initiatives de s'épanouir vraiment, quoi. Et ça reste finalement assez marginal. Parce qu'actuellement, il y a la moitié de l'humanité qui vit dans la catastrophe. La moitié. Les gens meurent de faim alors que le monde est excédentaire en production de nourriture, par exemple. C'est quelque chose d'inouï. On est loin dans l'égarement, mais je ne donne pas de leçon, hein. J'expose ce que je prends. Moi, je ne suis pas meilleur que les autres. Hein. Bien, hein. C'est. Alors, comment vous dire ? Je complique un peu le truc. Non, vous avez complètement raison, parce que à partir du moment où vous avez une vision de l'homme avec un grand H, que vous avez envie de faire quelque chose pour entre guillemets tous vos frères et sœurs et tout ça, vous posez la question de l'humanité. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes dans cette projection-là, quoi. Je veux dire. Alors le point, voilà, non, mais on est là-dedans, quoi. C'est universel, bon, ça commence par le prochain et tout ça, mais vous avez envie que tout le monde vive ça, il y a une sorte d'idéal derrière, enfin, très clairement, c'est le cas, et donc vous souffrez avec ça. Pardon ? Non, alors c'est le premier point, c'est clairement vous souffrez de ça. Et vous avez il y a un engagement citoyen qui est très clair, c'est de dire, ok, moi j'ai peut-être pas le pouvoir de tout changer, mais ce que je peux faire, je peux le faire. Est-ce que je peux voter ? Est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux manifester ? Est-ce que je peux monter les choses ? Et très clairement, on est là-dedans. Un des points très forts il y a différents textes il y a différents passages de l'Évangile qui sont assez définissants. Chez les Focolari, donc là je sors un peu de l'économie de communion, je vais vous dire un peu, mais chez les Focolari, en gros, la façon de faire pour changer le monde, c'est de témoigner d'un amour.
c'est témoigner de l'amour, c'est de le vivre. Vous le vivez avec votre frère, et il y a quelqu'un qui le voit et qui se dit, mais merde, il faut peut-être que moi je vive différemment avec mon collègue. Vous voyez, c'est Kia Lubitsch, elle l'explique très clairement. Elle dit, on n'est pas un ordre prêcheur. Je vous parle, mais je vous évangélise pas, donc je vous parle juste. Mais on n'est pas un ordre prêcheur. Nous, on n'est pas à faire des grands discours, c'est pas notre charisme. Notre charisme, c'est de témoigner par l'amour au quotidien. Et ce qu'on porte, ça devrait avoir un impact sur les autres. Donc par rapport à ça, on va malheureusement être, je joue mon rôle citoyen à fond, parce que tout ce qu'on me donne dans la démocratie, j'essaye de jouer, parce que quand je vois la souffrance du monde, je vais faire ce que je peux pour changer. Et l'esprit sera plutôt, c'est dur, c'est pas facile, parce que je suis peut-être en train de planter une graine dans un terrain qui n'est pas fertile, et pas de bol, la vie n'est pas trop cool tous les jours, mais c'est ça que je veux faire, et j'y vais. Et peut-être ça fera bouger une ou deux personnes autour, et peut-être je vais faire bouger. Et je veux dire, dans l'économie de communion, c'est un peu la vision depuis un moment. Il y a eu un changement, vous voyez, entre les 20 et les 25 ans. C'est-à-dire que pendant les 20 premières années, on est parti sur ces 650, et vraiment les gens étaient habités du genre économie de communion, nous voilà. 0, 650, 6500, 65 000, 6 000, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est parti. Bon, au bout d'un moment, ils ont bien vu que ça plafonnait vers 800, 900 000, et ils ont dit, mais ok, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors déjà, il y a eu de la déception, parce que quand vous êtes parti à fond, vous voyez que ça prend, mais que ça stagne. Vous dites, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé ? Vous voyez, entre-temps, ça fait 10 ans qu'Kira Lubitsch est morte, donc il n'y a plus... Cette étincelle charismatique, elle n'est plus trop là, donc on continue dans une voie où on est, et une prise de conscience. On est toujours témoignage. Donc il y a les entrepreneurs sociaux, il y a les EA et tout ça, et merci d'avoir donné, et vous avez pris 2 heures de votre temps pour écouter un petit peu d'économie de communion, c'est ce que c'est. Peut-être ça changera des trucs en vous, peut-être ça changera pas, peut-être ça rebondira sur autre chose, et déjà ça, c'est ce que c'est, quoi. Et c'est vraiment la façon dont on le porte, c'est minimaliste, mais c'est vraiment travailler aux proches, travailler tous les jours, et essayer de dire qu'une personne aime et ça c'est vraiment la vision. Et on a eu une grande joie, le 4 février dernier, le pape François a invité les entrepreneurs de l'économie de communion du monde pour une audience. Il avait un discours en 3 points. Et son 3e point, c'était exactement ça. C'était de dire, les charismes dans l'histoire de l'Église catholique, ça a toujours été porté par les petits. 2 poissons, 5 bouts de pain, un enfant, une foule de quelques milliers à nourrir. Voilà. Tous les trucs, c'est porté par le petit, le faible, il fait un truc, et c'est ça, la démarrage. Lui donne sa partie. Et il y a une dimension, et Dieu fait le reste, entre guillemets, quoi. Donc ça part d'un petit truc, et après il y a une sorte de miracle qui part. Et le pape a vraiment mis ça en disant, vous dans l'économie de communion, ne vous désespérez pas d'être 1000, partez, c'est pas François, partez dans la joie, parce qu'il y a forcément la joie à un moment, partez dans la joie, allez-y, faites le truc, continuez ce que vous avez à faire, et ça irradie peut-être plus de fruits que ce que vous pensez. Mais voilà, sur les 3 points, d'autres c'était sur la communion et la pauvreté, il a vraiment pris le temps de dire ça. Donc voilà, cette réalité se vit comme ça et témoigne. Peut-être faire un petit aparté sur d'autopromotion, sur qu'est-ce qui change dans ce fonds d'investissement difficilement capitaliste qui essaye de survivre dans la vie en économie de communion face à d'autres qui ont moins de préoccupations. Elle est complètement capitaliste, mais particulièrement assumée. Mais le capitalisme ne vous empêche... Le truc, c'est que le capitalisme ne vous force pas à tout garder pour vous du fruit qui a été créé du travail. Vous voyez, il y a plein de trucs qui ne vous forcent pas à faire, le capitalisme. Il y a plein de trucs qui vous forcent un peu à faire, hein, mais il y en a plein qu'on peut décider de faire différemment. Vous avez une question avant ça ? Alors, je ne sais pas s'il y a une question après. Il y a sans doute un temps de questions pendant. Oui, voilà. Prenez-le pendant, parce que si vous attendez après, c'est le coup à ne pas poser sa question, ça. Alors, on me demande s'ils pouvaient y perdre en pratiquant l'économie de communion. Ça veut dire quoi, ils perdent ? Ils perdent de l'argent, ils perdent quelque chose. Ah, ben alors, ils perdent de l'argent, certainement. Regardez votre vie. Enfin, parce qu'il y a une dimension centuple.
si vous voulez, dans la Bible, hein, il y a un truc centuple, sauf qu'on a bien compris que le centuple, c'était plutôt en termes divins qu'en termes humains. C'était pas genre je mets un, je gagne 100, ouais. Donc il y a des histoires qui sont dures, il y a des histoires qui sont tristes, il y a des ratés, il y a des blessures fortes. Je vous dis, moi je porte un fonds d'investissement qui s'inspire de l'économie de communion, il y a eu des ratés douloureux, parce qu'il y a des gens qui ont apporté de l'argent, qui avaient mobilisé, qui pensaient que ça allait marcher, et qui ont tout perdu parce que c'était mal géré. Donc du coup, ils se sont dit, mais est-ce que c'est les gens, est-ce que c'est le truc? Donc c'est compliqué, mais je vous dirais, ni plus ni moins que celui qui croit que Dieu l'aime, et qui se prend de temps en temps 1, 2, 3 pavés sur la figure, et qui se dit, mais pourquoi moi, quoi? Seigneur, pourquoi? Ben, je veux dire, ni pour les chrétiens, ni plus ni moins que dans la vie, où personne mérite d'être handicapé, personne mérite d'être à la rue, personne mérite d'eux, et ça arrive quand même. Et parmi ces gens-là, il y en a qui croient en Dieu, et voilà. Donc c'est une exigence, comment dire. Et Luigino Bruni, qui est un économiste et qui est le responsable mondial de l'économie de communion, il est entrepreneur de l'économie de communion, c'est d'abord entrepreneur. Et ça veut dire, avec tout le bon et tout le pas bon qu'il y a dans entrepreneur. Ah, donc vous prenez les points dans la figure. Ah bah, le stress, le risque, enfin, non mais pour être très clair, les enjeux, enfin moi j'ai été salarié 5 ans dans un grand groupe, j'ai été 10 ans à mon compte, je travaille moins que je travaillais dans le grand groupe en termes de production, mais alors je vis un stress qui n'a rien à voir avec ce que j'avais dans le grand groupe. Hein. Enfin, je veux dire, vous voyez, j'étais chez Shell, une belle boîte par ailleurs, je dépotais, mais tous les matins je savais ce que j'avais à faire. Hein. Je ne sais pas si ça c'est pour mon job, je sais pas si c'est pour un lancement, Shell c'est cool, quoi. Mais je veux dire, posez pas de questions. Donc du coup je bossais. Depuis que je suis entrepreneur, ma santé ne s'est pas améliorée, quoi. J'étais alité 2 mois parce que je me suis fait une grosse hernie discale. Je pense que le stress que je vivais à ce moment-là, il n'a pas aidé. Vous voyez, donc je l'ai senti aussi dans ma chair. Pas que, hein, j'aurais pas dû me baisser pour relever ma petite fille du parc, donc j'avais une mauvaise position. L'ergonome me dira quand même, vous l'avez un peu cherché, il fallait fléchir les genoux, monsieur Frécon. Mais à ce moment-là, je pense que tous les problèmes que j'avais étaient un peu concentrés dans le dos. Donc, vous voyez, vous vous levez tôt, vous vous levez tard. Donc, l'entrepreneur, il fait le lien entre plein de complexités. Quand le lien se fait, il est roi du pétrole. Et quand le lien ne se fait pas, il est en stress total, quoi. Et il essaye de ne pas trop le montrer aux uns et aux autres pour que ça passe, quoi. Donc voilà, le pas bien, c'est que vous pouvez la santé, financièrement, tout ça. L'entreprise peut bien se débrouiller, Et alors, je peux vous faire un retour d'investisseur, c'est que ça ne dépend même pas de vous. Bien sûr, vos compétences augmentent vos chances de succès, mais elles ne suffisent pas. Donc vous êtes entrepreneurs complètement incompétents qui vont super bien réussir, les plus compétents, les plus travailleurs qui vont complètement se rater, et tout ça, il y a beaucoup de choses qui ne vous appartiennent pas. Donc, entrepreneur, c'est un métier à part entière, et c'est un métier qui peut être dur. Et après, je vous dis, de communion. C'est-à-dire que vous avez décidé de vivre cette carrière d'entrepreneur différemment. Mais oui, ça protège. Déjà, c'est pas un label, et deux, même si vous êtes dans le groupe, ça vous protège de rien. Vous avez la même réalité que les autres, vous avez juste décidé de vivre votre carrière avec d'autres principes, et concrètement de vivre différemment. Ça... On partage à plusieurs aussi. On n'est pas seul à... Oui. Après, le truc, c'est qu'effectivement, comme vous cherchez cette unité et tout ça, vous ne restez pas... Là, nous, l'avantage, c'est que voilà, l'entrepreneur, souvent, il est seul, mais nous, on ne peut pas rester seul bien longtemps, parce que si on est seul, à part dans la prière, on ne rencontre pas Dieu, on rencontre Dieu avec les autres. Donc, il faut qu'on... Voilà. Donc, on a souvent... Entre entrepreneurs, on a plus tendance à céder plus naturellement, parce que ça fait partie de notre carrière. Donc ça, c'est peut-être un petit plus en plus. Mais... Comme dirait Nietzsche, dans le fond de l'âme, toujours une caverne dans la caverne. Est-ce que quelque part, l'amour au quotidien, tout ça, tous ces grands mots comme est-ce que c'est pas juste une excuse, une espèce de réseautage pratique, avec de grands mots pour justifier? Ça rejoint parce que si on recherche la communion, si on recherche l'absolu, on recherche le sacré, dans le sacré il y a sacrifice. Donc, comme dirait Dorançon, il faut savoir perdre sa vie pour la gagner. Du coup, pas que lui. C'est du sens. Faire du profit.
Alors ça, je suis... Il ne faut pas les perdre un petit peu. Ils perdent même un peu. Par rapport aux autres, si vous perdez moins que les autres qui ne sont pas dans la communion, est-ce qu'on n'est pas dans l'incantation? Mais ça reste pas une anthropologie, comment vous dire? Ouais, mais en même temps, regardez, moi je suis là. Non, mais merci. Mais moi je suis là devant vous. Bon, à part ce petit point où j'étais alité pendant 2 mois, j'ai jamais eu de problème de santé. J'ai jamais eu de problème dans ma famille. Mon business marche pas trop mal. Enfin, en termes purement matérialistes, c'est pas une grande réussite, mais en termes comparés aux revenus moyens du reste de la population mondiale, je m'en tire bien. Il y a un moment, j'essaye de porter autre chose. Vous voyez, mais je peux pas m'auto-flageller. Oui, je veux dire, je vais pas forcer le sacrifice aussi en disant mais mince, je pars d'un cadre, merci d'être là, quoi. Je veux dire, et je mérite pas plus d'être là devant vous que celui qui est en train de mourir au fin fond du Soudan, de la guerre, de la vie. Lui, il mérite pas son sort, moi je ne mérite pas, mais on est là. Je peux pas me dire, je vais me mettre dans une dimension de sacrifice plus que ce que je fais pour en me disant merci mon Dieu, continue à me taper dessus. Voilà, il n'y a pas cette... Vous voyez, ça fait pas sens. Après, par contre, je crois qu'il y a une démarche sincère de où vous êtes, qu'est-ce que vous voulez faire. Et on a quelques entrepreneurs, enfin un qui est décédé, qui avait très bien vécu, une très belle boîte. Pas forcément dans l'économie des communions, mais chez les Focolari, vous avez Pierre Warret, un capitaine d'industrie lyonnais connu, c'était un capitaine d'industrie, quoi. C'était pas une petite boîte, c'était pas un truc, et lui, il essayait de vivre ça. Et voilà, où il était, quoi. Et j'avais cette démarche sincère de où je suis appelé, je suis un être humain, je suis où je suis, et je fais du mieux. Et je dirais la même chose que cette économie de communion, on en parle beaucoup pour les entrepreneurs, mais celui qui est salarié dans son travail, il essaye avec ses collègues de vivre une relation différente, lui aussi il joue le jeu, quoi. Parce que si l'absolu c'est la fraternité universelle, à la fin on se tamponne de savoir où ça a commencé, quoi. Est-ce que c'était un entrepreneur, est-ce que c'était un salarié qui a démarré, ou est-ce que c'était un pauvre, c'est pas grave, quoi. Donc voilà, je peux pas m'excuser, vous voyez où vous êtes, on va pas se clarifier. Par contre, après, le truc, c'est que vous avez envie. Et moi, je pense que, quand même, alors ça, c'est un truc quand on est entrepreneur, vous prenez tellement tout dans la figure que vous avez peut-être un peu plus de recul par rapport à la vie. Vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne vous appartiennent pas. Et du coup, c'est le chemin, plus que la fin, qui sans doute va nourrir votre vie, quoi. Parce que la fin, vous ne la connaissez pas vraiment. Enfin, non seulement vous connaissez ni le jour ni l'heure, mais en plus vous ne savez même pas si votre boîte elle va vraiment marcher au final, quoi. Et ça, si vous voulez, c'est un peu de la sagesse de l'entrepreneur qui à un moment vous fait perdre ça. Vous fait perdre le j'investis pour gagner. Ouais. Oui, il y a cette dimension d'associé invisible, c'est-à-dire que les entrepreneurs économiques communion considèrent qu'ils ont Dieu comme associé aussi. Donc ça justifie vos prières, ça justifie de temps en temps vous dites oh il faudrait m'aider, mais voilà, il y a une autre relation. Mais je reviens sur vraiment vous embrasser un chemin. Et ça c'est vraiment un truc que dans une vie on sent en tant qu'autre. À vous entendre en fait, on a beaucoup plus finalement de bonheur dans cette partie immergée de l'iceberg. Finalement c'est de se dire sacrifier 1 000 €, qui est la partie visible, ouais. Qu'est-ce que c'est par rapport à tous les merci et le regard de celui que j'ai remis sur 2 pieds parce que je l'ai embauché et que voilà, donc finalement, oui, je pense qu'on peut perdre du point de vue matérialiste, mais quelle force, quel sens dans la partie immergée, quoi. Le quotidien, c'est ça, finalement. C'est pour ça, c'est un choix de vie. Et nous sommes dans des pays libres, l'entrepreneuriat est libre, et donc l'entrepreneur qui se dit librement, je crée ma boîte et je veux vivre ça, il y trouve une satisfaction. Et s'il en voit les fruits, excellent. S'il voit quelqu'un, il se dit j'ai contribué, après il faut rester modeste, j'ai contribué parmi d'autres à l'avoir et je l'ai vu de mon vivant, génial. Mais je dirais même s'il pense que c'est bon, il meurt, mais ça porte du fruit derrière, mais c'était ce qu'il fallait faire. Après, il le saura, il ne le saura pas. Les conceptions de la mort, un truc, mais voyez ce que je veux dire. J'assume, vous posez des choix, et c'est des choix que vous faites vous, pour votre bien aussi.
Enfin, moi, je fais pas de l'économie de communion pour me dire, tiens, voilà un créneau où il n'y avait personne. En plus, je sors d'une maison qui a formé malheureusement beaucoup de dirigeants mondiaux. Donc, j'ai dit, ah non, là, il y a déjà trop de MBA de ce type-là, il y en a partout. Tiens, je vais aller là, alors là, je serai le premier de ma maison à aller là, et si je réussis, tu restes tranquille, quoi. Bon. Le problème, c'est que c'est une maison qui mesure son succès sur l'augmentation de salaire après la formation et tout ça, donc je pense que de toute façon, ça sera mal barré pour qu'ils ne me reconnaissent jamais, mais de toute façon, c'est un peu qui. Mais vous voyez, j'ai pas fait trop par opportunisme, je l'ai un peu fait pour moi quand même, pour aligner ma vie, par choix. Je prends 2 minutes pour vous expliquer un peu ce qui est un peu différent dans le fond à la financière florentine, qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres fonds et qui pourrait... Bon, j'ai pas d'associés dans la salle. Parce qu'en fait, mes associés, ils sentent bien que c'est un peu différent, mais ils ne savent pas trop officiellement qu'on est dans l'économie de communion. Mais bon, mais ils savent ce qu'on fait. Comme ils savent ce qu'on fait, j'ai pas besoin de mettre une étiquette là-dessus, il suffit qu'on le fasse. Hein. On a... Qu'est-ce qui change? Alors, qu'est-ce qui ne change pas? C'est qu'on met de l'argent et on veut plus d'argent au final. Mince, on a un fonds d'investissement. Qu'est-ce qui change? La première chose qui change, c'est que dans les fonds d'investissement, vous avez des sachants et vous avez des pecnos qui ont de l'argent. Et les sachants expliquent aux pecnos qui ont de l'argent, les épargnants, qu'ils y connaissent rien. Mais rien. Et c'est important qu'ils leur filent de l'argent à eux, les sachants, comme ça ils seront plus riches. Mais il y a vraiment un truc, vous voyez. Donc le financier, il vaut mieux qu'il soit un peu grand, il faut qu'il soit vraiment habillé tailleur, type City de Londres, vous voyez, il faut vraiment qu'il marque une... Il faudrait mieux qu'il ait l'air riche, ça donne plus confiance. Ça, voilà, moi déjà, vous voyez bien qu'il y a déjà, en termes de code vestimentaire, je suis déjà en marge de ce système-là. Mais il y a une relation humaine qui n'est pas saine entre les animateurs du fonds, les professionnels qui gèrent le fonds et les épargnants. Il y a une relation complètement artificielle de « je sais, vous ne savez pas, et c'est pour ça que vous allez me payer aussi cher à faire mon métier ». Parce que c'est ça, au final, le truc. Alors, je vais jusqu'au bout, en fait, dans les fonds 2007-2008. En fait, en gros, les équipes de gestion, elles prennent 2% par an sur le pot commun. Ça, c'est juste pour payer des cigarettes et pour vivre. Et sur les plus-values, elles prennent 20%, vous voyez. Donc, vous pouvez être quand même assez riche. Mais elles se sont rendues compte que ces 20% de bonus, en fait, c'était un peu risqué. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas facile et tout ça. Donc, ils ont eu des idées. Les financiers ont des idées. Ils ont dit, ce qu'on fait, c'est qu'on va se faire un fonds plus grand, mais on va le gérer à moins de personnes. Comme ça, les 2% d'un fonds grand répartis par peu de personnes vont nous assurer déjà le nécessaire, les cigarettes, voire un petit bonus. Je prends un fonds de 500 millions de dollars. Je prends 2% par an, 10 millions de dollars, et on va le gérer à 3 plus la secrétaire. La secrétaire, on la prend au SMIC+, on ne lui dit pas. Et nous, on prend 3 millions de dollars chacun. Franchement, on peut vivre 2 minutes avec ça. Le fonds il est prévu pour 10 ans, avant qu'on ait les plus-values, on aura fait 10 ans à 3 millions de dollars. Vous voyez à la financière florentine, on a décidé de casser ça. Alors, je suis... le seul professionnel à y travailler, aidé par Mathilde qui est en stage avec nous depuis un petit moment. Je suis le seul professionnel, on est 22 associés, j'ai 21 bailleurs de fonds. Ces bailleurs de fonds, de celui qui a mis 1 euro jusqu'à celui qui a mis 100 000 euros, ils sont tous invités tous les trimestres à un comité stratégique. Ce comité stratégique, il revoit entièrement tout ce qu'on a fait, il prend toutes les décisions d'investissement. Et si les gens ne sont pas là, le mode de décision, c'est le consensus. Et s'ils ne sont pas là, ils ont un rapport de 8 à 10 pages par trimestre qui explique exactement où on est. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour casser cette relation, virgule, tout cela n'est pas d'une candeur béate. Moi, tous mes associés, ils sont en poste. C'est des gens qui ont 53, 54 ans de moyenne. C'est des ingénieurs, c'est des entrepreneurs, c'est des Rhône-Alpins. S'ils viennent me donner une demi-journée, même pour m'engueuler, c'est sans doute un bon conseil qu'ils vont me donner. Gratuit, parce que je leur paye à bouffer. Donc en fait, c'est ça le truc. C'est au lieu de créer une barrière et de renvoyer les gens, moi je leur donne accès à tout, à toute l'information. Je les traite en adulte, j'ai un truc. Et le bénéfice que j'en tire, c'est que, ils viennent et ils me donnent leur avis.
tout ce qu'ils ont de bon à me donner, ils me le donnent. Et du coup, comme en investissement, on ne peut pas prendre de bonnes décisions à 1, ça c'est un bon métier pour nous, c'est à 5 ou 6 qu'on voit ce qu'il faut faire. Et ça, je l'ai parce que j'ai créé une autre relation. Et les gens, ils sont contents d'être là. Ça ne parle pas à tout le monde, mais ils sont contents d'être là. Donc voilà, premier truc, on a créé une autre relation avec les bailleurs de fonds, plus égalité, dont je bénéficie. Je ne l'ai pas donné complètement gratuitement, cette affaire. Enfin, il y a un deal. Ils se créent une autre relation, et cette relation, elle est fertile. Ils se sentent respectés, ils se sentent impliqués, et ils me font part de toute la bonne volonté, y compris quand ils ne sont pas contents, ils viennent m'expliquer ça. On a fait la même chose avec les entrepreneurs. Donc je ne vous la refais pas à l'envers, mais c'est le même de la City, dans la même Aston Martin, il vient expliquer à l'entrepreneur que l'entrepreneur n'y connaît rien, de toute façon sa boîte c'est comme n'importe quelle autre boîte qu'il voit tout le temps, et s'il investit là, c'est lui qui va changer la vie avec le million d'euros. C'est vrai, c'est pas vrai, mais il faut reconnaître quand même que les fonds d'investissement en France, donc je parle des 3%, ceux qui financent vraiment des entreprises, ils financent en gros 1% des dossiers qu'ils reçoivent. Quand ils reçoivent 100 dossiers, ils en font 1. Alors, les autres fonds font 1%, et les 100, c'est recouvert. Parce que quand vous êtes entrepreneur, vous cherchez des fonds, vous les envoyez à tous les fonds d'investissement. Vous voyez, donc c'est pas 1% au total, ça somme, parce que... Mais globalement, c'est 1%. Donc il y a un tri qui est à la serpe. Et on écrit des conditions d'investissement, on écrit un contrat, et on va être très clair, les investisseurs en France, c'est quand même essentiellement des banquiers dans l'esprit. Donc ils disent, bon, on va prendre un risque, mais... on voudrait des garanties que si ça ne marche pas, on récupère quand même notre argent, que si ça marche bien, on gagne pas mal d'argent, et vous avez tout le temps pour développer votre boîte, mais nous on veut sortir dans 6 ans. Entre ça et un prêt, qui vous dit combien vous devez rémunérer, quand vous devez le rembourser et tout ça, il n'y a quand même pas de différence. La différence, c'est qu'on vise plutôt... Alors comme on ne vous oblige pas à rembourser complètement, en contrepartie, on vous demande un petit 30% par an, voire 40% par an, vous parliez de taux d'usure. Donc le taux d'usure pour tout, enfin, mes étudiants à 20 ans ils savent plus ce que c'est. Ça fait 5 ans que tous les étudiants que je vois à 20 ans ils savent plus ce que c'est que le taux d'usure. Alors heureusement, on va dire heureusement qu'on est un peu plus âgé dans le truc, donc le taux d'usure, un moment où l'État régalien, c'est pas dans tous les pays le cas, il dit à un moment où le taux c'est un peu trop. Il y a un Français qui abuse de la faiblesse d'un autre Français, et moi État je dis que c'est trop. En gros le taux d'usure en France, ça dépend du type de prêt, c'est à peu près 20% par an. Donc là, 20% par an à peu près. Ça dépend du prêt. Tu as un taux d'usure qui dépend du type de prêt que tu fais, mais on va dire grosso modo garder 20% par an. 20% par an, c'est en gros, je te donne 100, dans 4 ans tu me rends 200. Ça va vite, hein. Et eux, ils sont en 30-40%. Là, 40%, ça va encore plus vite. 40% par an, c'est tu me donnes 100 et l'an prochain tu me rends 200. 2 ans x 2. Voilà, donc on a ce truc-là. Donc nous, on l'a fait sauter ça. On a dit la même chose. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est dur, c'est long, voilà, on va réussir ensemble, on va se planter ensemble, on vous demande rien. On vous donne l'argent, on prend une partie minoritaire de la boîte, on prend 15%, c'est-à-dire qu'on a 15% de droit de vote, donc c'est les autres 85% qui font la décision, hein, enfin s'ils sont tous contre nous, donc on prend le truc et on fait signer rien. Pas de papier, pas de contrat. Pourquoi ? Ben, si on n'est pas d'accord, on se met autour de la table, on discute. Alors, je n'ai pas joué complètement sur les faits, je faisais quasiment 100 kg et 2 mètres, hein, mais l'idée, c'est de dire, on se met autour de la table et on discute. Parce que ces papiers-là, ce dont on se rend compte, c'est que ça empêche les vraies discussions entre associés. Et on va être très clair, les boîtes, et je vous dirai le troisième point, c'est le niveau d'avancement de maturité des boîtes où on va investir. Si les associés sont plus capables de se parler, ça sert à rien d'avoir un contrat de 30 pages, la boîte, elle est pliée. Entre guillemets, c'est pour ça que je le donne aussi aux entrepreneurs. Ça veut dire, voilà, le papier, là, le contrat génial et tout, oui, dans une grande boîte où il y aura toujours quelque chose à récupérer, c'est important d'avoir une garantie. Mais dans les boîtes au démarrage, celles qu'on vise, une garantie de quoi ? Si les deux fondateurs ils s'entendent plus, si les gens ils s'entendent plus avec moi, la boîte elle est pliée tout de suite. Il n'y a rien à sauver, il n'y a rien à partager. Rien. Donc arrêtons de se cacher derrière des contrats qui servent à rien. Ayons des discussions de personne à personne autour d'une table, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on les règle. Ça, c'est un des trucs les plus forts de ce qu'on fait, et ça stresse à mort les entrepreneurs. Parce que les entrepreneurs aussi, ils étaient face à un banquier. On dit, oh, on va négocier, salaud d'investisseur, machin, on va signer ton contrat, on va faire ce qu'on veut derrière, pas de contrat. C'est la relation. T'es pas d'accord, tu viens parler avec moi. Il n'y aura pas de papier, il n'y aura pas de machin, il n'y aura pas de truc, il n'y aura pas de... Et là, ils réfléchissent vachement. Quand j'arrive à ce point-là, malheureusement,
au milieu de toutes les conversations, quand j'arrive à ce point-là, il y a toujours un blanc. Sur le coup, il y a un sourire. Le premier instant, c'est un sourire, genre, ouais, pas de contrat. Là. Et dans le blanc, dans l'instant d'après, ça veut dire, mais attends, il peut rien m'imposer, virgule, je peux rien lui imposer. Parce que je peux lui imposer 85%, je peux imposer sur toutes les décisions qu'il va. Je peux pas m'en débarrasser. Il reste le capital. Je voulais, franchement, dans le contrat, il y avait écrit qu'il se barrait dans 6 ans, mais il y avait écrit que je pouvais le barrer dans 5 ans, et franchement, je le supporte 5 ans, je me dis, ah non, pas prévu de sortir. Financière Florentine, ah ben, ils peuvent rester 20 ans. Ah ouais, s'ils peuvent rester 20 ans, peut-être que je me pose la question de savoir si j'ai envie de bosser avec eux. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on a changées avec les entreprises. J'ai fini le modèle, Victor, et je viens à ta question. Et le troisième truc que l'on a fait, parce que en fait, quand vous dites l'entrepreneur, l'économie de communion, c'est d'abord l'entrepreneur de communion, c'est d'abord l'entrepreneur et en plus la communion. Il y a une sorte de double peine. C'est-à-dire non seulement vous êtes assez fou pour être entrepreneur, il ne faut vraiment pas être clair, mais en plus vous voulez rajouter la communion, l'amour fraternel, le truc. C'est du genre le truc, déjà vous êtes parti avec un boulet au pied, mais vous essayez de vous casser une jambe au passage, quoi. Ça va être difficile à la première, ouais. Donc moi j'ai toujours été convaincu, et j'ai eu la chance, en tant que créateur d'entreprise, de modeler mon système, de me dire, je me mets à un endroit où croire en l'homme, c'est un avantage stratégique. Donc croire en l'homme, hein, et je vous parle en pur MBA, analyste, je choisis une activité où croire en l'homme, ça fait que ceux qui ne croient pas en l'homme, ils ne peuvent pas gagner d'argent. Et donc c'est pour ça qu'on allait faire, on finance des boîtes très très tôt. Très très tôt, au tout début de l'aventure, et on est sans doute le seul ou quasi le seul sur Lyon à financer des boîtes qui n'ont parfois pas de chiffre d'affaires encore. Donc pas encore de clients. On est seul à positionner. Parce qu'on est allé chercher des boîtes où l'humain fait tout. Quand je vais chercher des boîtes où grosso modo il n'y a rien, pas de chiffre d'affaires, le produit n'est pas terminé, le truc, qu'est-ce qui vaut dans la boîte? Qu'est-ce qui a de la valeur dans la boîte? Les gens qui sont en train de l'apporter. Dans 20 ou 30 ans, quand ils auront un portefeuille client, 5 millions de chiffre d'affaires, des usines, des machins et tout ça, bah tout ça, ça aura de la valeur. Puis eux, ils auront de la valeur, mais le reste aura de la valeur aussi. Mais au tout début, il n'y a rien. Il n'y a que ces 3 personnes-là. Donc on est allé chercher eux. Et on va les chercher tôt, et donc on n'est pas cher. Parce que comme ils ont tout à faire, nos conditions d'investissement, elles ne sont pas cool, quoi. On achète, en gros, je vais être très clair, on achète quasiment les actions au même prix qu'eux entrepreneurs. Même prix, on ne leur paye pas de prix. On leur dit, vous êtes au tout début de l'affaire, vous prenez des risques. Et ben nous, on est au tout début de l'affaire, on prend des risques avec vous. On les prend comme vous. Vous êtes 2 copains, machin, vous êtes monté votre boîte ensemble, comme vous êtes des copains, vous n'avez pas signé de contrat, vous êtes à la vie, à la mort. Nous, on ne signe pas de contrat, on est à la vie, à la mort avec vous. Et on est à l'euro. Mais ça, même ça, ce modèle-là, les gens n'y vont pas. Parce que même ça, c'est quand même accepté qu'il y a le truc, que les gars, ils sont pas compétents, qu'ils vont surtout, qu'ils vont se taper sur la figure, que ça va mal se passer, et qu'on va être aussi au milieu de la mêlée, nous aussi. Il n'y a pas d'immunité, quoi. On est au milieu de trucs, et on se débat avec eux comme des beaux diables. Voilà, c'est les 3 points qui font que oui, on est là pour gagner de l'argent. On a un modèle financier dont j'espère qu'il va prouver, parce que c'est encore tôt, quand vous démarrez très tôt, du coup les résultats ils arrivent très tard, quoi. Enfin, il faut attendre un petit moment, donc j'espère que ça va gagner de l'argent. Pour le moment, la vraie satisfaction, c'est qu'on n'a encore aucune boîte qui a déposé le bilan, ce qui dans notre cas est quand même un super bon, donc pourvu que ça dure, hein, mais on n'a pas encore prouvé qu'on gagnait de l'argent. Mais voilà le schéma, on a changé les relations humaines avec les investisseurs, on a changé les relations humaines avec les entrepreneurs, et on est allé chercher un modèle où la finance galopante n'est pas en train d'aller venir nous chercher. Juste une dernière petite question, parce qu'il est déjà 10h15. Ok. Je vous en prie. Oui. Non, on va continuer autour du débat. Tu as eu ta réponse, Victor? C'est bon, ok, cool. Justement, donnez-moi 3 minutes quand même. Hein, parce que ce que je vais dire, c'est plus sur le journalisme ou autre chose. Enfin, quand vous parlez de 20 ou 30 ans, ça me laisse perplexe parce qu'on est dans un contexte global où la demande solvable baisse du fait des progrès des robots, des logiciels, tout ça, qui font que le travail se fait moins essentiel.
Donc la demande, il y a une pression, concurrence mondiale, pression sur les salaires, demande globale qui baisse. Le système ne tient actuellement, et vous devez le savoir, que parce qu'on tolère un endettement qui monte jusqu'au ciel, que ce soit des États, de certaines entreprises ou de certains ménages. Mais jusqu'où ça va aller, je ne sais pas. Enfin, ça me laisse perplexe dans 20 ou 30 ans, parce que on va être bientôt débordé par les conséquences d'une crise climatique dont on se trouve bientôt, d'une crise politique dans laquelle on rentre au niveau, et c'est au niveau global, hein, le Brexit, Trump, la peur qu'on a eu chez nous pour les élections, mais de plus en plus, il y a des gens qui sont mécontents et ça donne... enfin, voilà, on voit qu'on... J'aimerais bien me tromper. On sent les problèmes, quoi. Et au niveau économique et social, c'est pareil. Et au niveau de la finance, parce que la finance, il y a le bilan, la banque de Londres. Ça, c'est les engagements des banques qu'elles ont pris, elles empochent le prix, mais quand elles devront, elles, payer les primes en retour, si vous les CDS ou quoi, enfin, peu importe. Il me semble qu'on est dans une impasse totale. Alors là, et qu'on risque un effondrement, et qu'on est dans un blocage, parce qu'il y a une partie de ceux qui sont les gouvernements, et puis ceux de l'oligarchie, je dis ça sans mépris aucun, une forme d'oligarchie, ceux qui ont tout, hein, le savoir-faire, les capitaux, tous les postes de pouvoir, ils ont tout, ils bloquent tout. Pour l'instant, ils ne veulent rien savoir. Ils s'accrochent au statu quo, ils voudraient bien pouvoir que le présent actuel puisse se perpétuer alors que ça semble impossible. Sans compter ceux qui voudraient revoir le passé américain avec les enfin bref, ce que je veux dire. Alors, à titre d'info, là, et là je plaide pour que, même si c'est surprenant, qu'il y ait une mise en commun des intelligences pour qu'on voit vraiment de quoi il retourne. Et moi, je précise que je ne suis pas religieux. Il y a un site qui s'appelle Partage International. J'invite tout le monde à s'intéresser juste. Hein. Je ne dis pas que vous devez croire ce que je signale juste. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres, hein, la de la presse, hein, c'est ça. Qui affirme que l'effondrement est inévitable et que la seule issue pour l'humanité, ce sera de changer de paradigme, d'arrêter ces relations fondées sur la concurrence, la compétition qui est fondée sur la peur de l'autre, et reconstruire une société de monde fondée sur le partage et la coopération, le partage des ressources entre le peuple et la coopération. Si on n'accepte pas ça, parce que l'humanité aura toujours son libre arbitre, on va finir par se détruire. Ça va mal se terminer. Mais là, il y a le détail délicat, c'est l'affirmation, ça existe depuis 40 ans. Hein. Si vous connaissez le japonais, vous pouvez étudier le dossier en japonais. Hein. Vous voyez, au bout d'un moment, c'est pas rien au niveau médiatique. Hein. Ça affirme qu'il y a un nouveau moment à naître de l'envergure du Bouddha ou du Christ en son temps, qui est là comme instructeur. Mais l'humanité a son libre. Il tend la main à l'humanité, c'est un frère aîné. Quoi. Il tend la main, il est là pour instruire comment on pourra s'en sortir. Et pour galvaniser l'opinion publique, lui procurer une expérience spirituelle suffisamment bouleversante qui sera capable éventuellement d'ébranler pas mal de convictions de ceux qui ne veulent rien changer sur le monde. Mais voilà, ça serait long, il faut étudier le dossier, mais ça existe, et de mon point de vue, ça a beaucoup de chances d'être fondé, et même dans l'état où on en est actuellement, dans les blocages au niveau mondial, il me semble qu'il n'y a qu'un événement de cet ordre-là qui sera capable d'ébranler, parce qu'on est mal barré, quoi. Parce qu'il y a une partie immergée dans notre pensée, un avancé, là, c'est qu'on est à la fois une individualité, on est un individu, mais à la fois on est un être collectif. En notre nom se font beaucoup de choses. Hein, le pape, justement, François, que j'aime beaucoup, il parlait, on a libéré les colonies. À une époque, enfin dans les années 60, tout ça, on s'est gardé en sous-sol. Les fameux transferts. Et qu'est-ce qui bloque pour un réaménagement de la fiscalité internationale? C'est l'Europe, c'est nous, c'est notre nom, c'est les États-Unis. On est un être collectif. On proclame partout les droits de l'homme. Je vais finir, mais je ne donne pas de leçon, hein, mais je dis ce que je constate. Hein. Mais en même temps, on se félicite qu'en 2015, on n'a jamais vendu autant d'armes. Et on permet, pour toutes les guerres qui sont dans le monde, on permet. Voilà, bon, évidemment, c'est pas ça. Non, mais moi, je vous signaler l'existence de ces infos, après chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vous entends, mais si je dois résumer ce que je viens témoigner devant vous, je ne vous fais pas mon CV. Mais grosso modo, jusqu'en 2006, j'ai le CV parfait du top de cette élite-là.
et faites-moi confiance. Je ne pouvais pas attendre d'arriver au top management de Shell pour me dire, tiens, quand j'y serai, là, j'aurai un peu de pouvoir. À ce moment-là, j'essaierai de changer les choses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'ADN de Shell, elle était plus fort que moi, même si j'allais être au plus haut, ça je m'en suis rendu compte, et que du coup, ça n'allait pas marcher. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai fait mon MBA dans la pire... Enfin, ça dépend. Le Financial Times, je vous dis, la meilleure école mondiale. J'ai peut-être la pire école mondiale. J'ai fait mon MBA. Et j'ai dit, si je veux faire un truc différent, je ne le ferai pas dans une structure existante. Donc je suis revenu ici, ça fait 10 ans que j'essaie de monter un fonds. Ce fonds, il fait 700 000 €. Plus petit fonds français en cours d'activité. C'est pas un truc, mais vous voyez ce que je veux dire ? Je ne dis pas que le constat macroscopique que vous dressez est faux, qu'il est vrai, sans doute. Le truc, c'est que moi, je n'ai pas choisi de naître, je suis là. Donc il y a un moment, je fais ce constat, qu'est-ce que je peux faire ? Et je vous dis, j'aurais pu continuer dans ces grandes structures, et je pense qu'elles sont défaillantes à plein de sujets, et je me suis dit, j'arriverai pas à semer ce que je veux et à porter du fruit. Donc j'ai essayé de créer une autre structure, elle est beaucoup plus petite, elle n'aura peut-être pas le même rendement, mais j'espère qu'elle sera plus saine et qu'elle témoignera de quelque chose, et c'est un peu ce que j'ai voulu partager avec vous ce soir. C'est le seul lien que je peux faire entre votre constat et ma présence ce soir au milieu de vous, c'est d'apporter un choix de vie et dans un esprit, mais la portée, bien sûr, elle n'est sans doute pas à la hauteur des défis mondiaux, quoi. Ah non, mais j'ai raison d'espérer. Non mais, voilà. Merci beaucoup, on peut peut-être continuer la discussion.